Et bonjour à tous. Vous vous apprêtez à écouter le podcast sur Clair Obscur Expédition 33 que j'ai enregistré avec mon compère de toujours, mon bon Skouma. Donc c'est un podcast à écouter uniquement, donc il n'y aura rien à regarder, il y aura juste une image du jeu et juste le son. Alors juste, j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. A priori, j'ai fait en sorte que ce soit bon à écouter. Normalement, ça devrait pas être trop désagréable, sachant que j'ai enregistré ça avec des petts micros à 30€, parce que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Enfin bref, j'espère que ce podcast vous plaira. N'hésitez pas à faire part de votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement. Les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à activer aussi la cloche parce que je fais régulièrement des lives sur YouTube et sur Twitch en simultané. Et d'ailleurs, depuis aujourd'hui, les rediffusions seront disponibles dans l'onglet accueil de la chaîne. Voilà, donc en page d'accueil, vous aurez la playlist qui vous donnera accès à toutes les rediffusions à partir de maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous souhaite une bonne écoute et puis à bientôt. Voilà. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce petit podcast. Aujourd'hui, on va parler de Clair Obscur Expédition 33 et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon compère de toujours, mon bon Skouma. Bonsoir. Ou bonjour, on sait pas. Bonjour, si tu veux. Voilà, bah nous il fait jour. Voilà. C'est vrai. Il fait beau, on a le beau soleil, et on est enfermé dans une pièce où on crève de chaud. Au moins 30 degrés. Ah putain, on est en train de crever, c'est abusé. Mais c'est pas grave, parce que nous avons des petits rafraîchissements. Alors moi, je suis avec une couac rouge, jamais goûtée, donc je vais découvrir. Et toi, mon bon Skouma? Une Brewdog. Une Brewdog? Ah ouais. C'est laquelle? Easy Jane. Voilà, le petit bruit du plaisir, à toi l'honneur. Merci. Ah ouais. Ah, le bruit du plaisir pour moi, en espérant que ça ne pète pas à la gueule. Ah, ouais, on boit de la bière en canette en mode clochard. Mais c'est pas grave. Bon bah la tienne, le petit santé. Le petit santé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc du coup, on se retrouve pour un podcast pour parler de Clair Obscur Expédition 33 que nous avons tous les deux terminé. Moi, je l'ai terminé la semaine dernière. Toi, tu l'as terminé quand? Il y a 2-3 jours. Ah, donc toi, c'est tout récent. Moi, moi, pour le 100%. Ah oui, toi, c'était pour le 100%. Moi, j'ai terminé le jeu, je crois que c'était vendredi dernier, un truc comme ça. Donc du coup, ça date un petit peu. Alors, pour le petit historique, moi, j'ai découvert le jeu un peu par hasard. J'étais en train de terminer un live sur YouTube. Et en fait, c'était le jour de la sortie du jeu, je savais même pas. Et il y a des mecs dans mon chat qui font « Ouais, Expédition 33, faut que t'essayes. » Et moi, au début, j'en avais rien à foutre. Mais genre, totalement. Et le jeu, je l'avais vu en plus pendant le dernier PlayStation Direct, là. Enfin, PlayStation... Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui. Direct, oui. le share... Ah, comment ça s'appelle? J'ai pas de nom, mais je vois. Ouais, bref, le State of Play, voilà. C'est ça. Il y avait eu State of Play, et je l'avais vu, j'avais fait « Ouais, ça avait l'air sympa, mais j'en avais un peu rien à foutre. » Et en fait, le jeu est sorti, il se trouve qu'il était disponible Day One sur le Game Pass. Donc, à la fin de mon live, je me suis dit, bon, vas-y, je vais tester. Bon, je finis mon live, il était 23h30, tu vois. Donc, on était en train de coucher la petite et trucs avec. Et genre, je finis mon live, je prends ma manette, je le lance sur le Xbox Game Pass, mais en cloud, histoire de tester avant de l'installer. Avant de faire quoi que ce soit. Ouais. Donc, je le teste, je l'allume littéralement, même pas 10 minutes. J'ai la scène d'intro, je joue le premier combat, je fais, oh putain, là, il y a un truc. Et ma femme me regarde, fait, qu'est-ce qui se passe? Je fais, attends, je crois qu'il y a un truc. Je suis descendu. J'ai installé le jeu sur ma série X, le temps de ranger mon matos, c'est comme ça que ça, il s'était installé totalement. Je suis descendu à peut-être minuit et demi, le temps de bien coucher la petite, tout ça et machin. Je me pose devant le canapé, je suis allé me coucher, t'es genre 8h30 le matin. J'ai pas vu, genre j'ai même pas vu. Ouais, donc la dernière fois que t'avais fait un truc comme ça, c'était sur Zelda. La dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, c'était sur Tears of the Kingdom, quand il était sorti. Ouais. Et genre là, je fais putain, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pris un espèce de genjutsu magistral, et après je me suis dit, attends, peut-être que là je suis en train de m'overhype pour rien, donc je vais attendre un peu. J'ai avancé dans le jeu, et quand j'étais à peu près à 30 heures de jeu, donc j'avais terminé l'acte 2, donc j'étais au début de, tu sais, j'arrivais à l'épilogue, là je t'ai envoyé un message, enfin je t'avais appelé, t'étais en train de jouer à Rocket League, je crois. Je t'ai appelé, possible, ouais. Je t'ai dit, bon... Il y a un truc. Il faut que je te parle d'un jeu. Toi, tu savais pas trop de quoi j'allais te parler. Ouais. Je te dis, bon, il y a Expédition 33, ça te dit un truc. Il fait, oh, vite fait. Ouais, j'avais vu justement sur le State of Play, en fait. Voilà. Et du coup, je t'ai dit, bon, mec, c'est un putain de. Je vais essayer de pas t'influencer. Le jeu, c'est un putain de gigabanger. Mais prends pas ce que je te dis, Pélette. Faut que t'essayes. Si t'aimes bien le jeu, on se réunit, genre, dans 2 semaines, le temps de finir le jeu et tout. Et on en parle en podcast. Et donc, là, on y est. On a terminé le jeu tous les deux. Donc moi j'ai juste terminé le jeu classique,
Bon, sachant qu'on n'a pas choisi la même fin, donc il faut savoir qu'il y a 2 fins dans le jeu. On va pas spoiler dans cette partie, on va commencer le podcast par une partie non spoil. Donc moi j'ai terminé le jeu, on va dire, au bout de 43 heures de jeu à peu près. Donc l'histoire principale. Ouais, moi j'ai fait le 100% en 45, tu vois, donc moi j'ai peut-être un petit peu speedé. Ouais, moi j'ai un peu plus traîné sur le jeu, parce que je prenais tout mon temps à parler à tous les PNJ, mais je crois que toi tu l'as pas fait. Ouais. C'est un peu ça le truc. Ça m'a bien foutu le seum. Donc du coup, sans spoiler, on va commencer par donner notre avis général sur le jeu. Donc moi, je l'ai terminé avec la bonne fin. Toi, tu l'as terminé avec la mauvaise fin. On peut dire la mauvaise. Oui, mais on va pas dévoiler plus sur le scénario. On va juste donner un avis général. Donc moi, globalement, j'ai trouvé le jeu incroyable. Et encore une fois, moi, je me suis pas laissé avoir par l'overhype ou je sais pas quoi. À la base, je ne savais rien de ce putain de jeu. Je savais même pas qu'il était hype quand je l'ai joué. C'est juste toi, tu m'as dit, faut que tu joues, c'est bien. Ok, bah, j'ai joué. Et du coup, j'y connaissais que dalle. J'y suis allé totalement. J'attendais rien. J'y suis allé. Et en fait, je crois que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Ouais, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'est un top 10. Facilement dans mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps pour moi. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Parce que apparemment, les critiques sont dithyrambiques, comme on va dire. Bon, sauf il y en a une sur Numérama, que j'avais fait une vidéo dessus. Celui qui s'est fait tartiner parce qu'il avait mis une note de merde. Il avait mis juste 6 sur 10, bon c'était un peu bas, mais bon, j'ai compris pourquoi il avait mis cette note-là, je veux dire que c'était pas une raison... Mais c'était pas objectif, hein. Là pour le coup c'est clairement pas objectif. Non, c'était vraiment son avis à lui, quoi, mais alors, on va commencer par dire une chose qui est claire, nette, le jeu n'est pas pour tout le monde. Ça, il faut être honnête avec ça. Le jeu est dur aussi. Le jeu est dur, relativement dur. Après, il y a un mode facile, mais qui change pas grand-chose. Voilà, ça change juste les timings d'esquive et les timings de parade. Mais globalement, quand un boss il te fracasse la gueule, c'est pareil. Les patterns, ils ont pas changé. Si tu mets 26 coups, soit t'es bon, soit t'es pas bon. Même en mode facile, faut être bon. Hein. T'as pas le choix. Ouais, voilà, globalement. Après, y a pas mal de problèmes, notamment sur l'interface, qui est un petit peu brouillonne. Pas lisible du tout. Qui est très peu lisible parce qu'ils ont fait des choix de... Bon, l'esthétique, elle est sympa, mais en fait, en termes pratiques, il y a des problèmes, mais ça, on en parlera un petit peu plus en détail après, quand on pourra y aller sans spoil, parce que si on vous dévoile des trucs, on va spoiler. Ah oui, il va y avoir du spoil plus tard. Ouais. Donc, le jeu, vraiment, est cool, mais chasse gardée, c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est un JRPG vraiment à l'ancienne, genre il a même un overworld, quoi. Depuis combien de temps on n'a pas eu un jeu avec un overworld comme ça si, il y avait eu Octopath Traveler, Bravely Default 2. Oui. Mais genre, à part cela, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Les jeux indés, quoi. Ouais, les petits jeux indés, quoi. Mais genre, c'est vraiment à l'ancienne. Tour par tour et tout ce qui va avec. Bon, ça, je pense que pas mal de tour par tour dynamique, faut bien préciser. Dynamique. Tu restes pas à regarder ton écran. Voilà, donc dynamique façon Paper Mario, façon Mario et Luigi. Oui. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était inédit. Non, ça existe depuis très longtemps. De souvenirs, je me rappelle, je crois que c'était Magna Carta aussi qui avait ce système. Où quand tu faisais ton tour par tour, t'avais quand même des systèmes de défense où tu devais réagir. Enfin bref, des jeux, des RPG tour par tour où tu es actif pendant le combat, ça existe depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment là, pour le coup, c'est un jeu qui est très exigeant. En général, les JRPG sont pas vraiment exigeants. C'est-à-dire qu'ils sont exigeants en termes de... tu dois avoir un peu de réflexion, mais tes réflexes doivent pas être au taquet, quoi. Voilà, c'est ça. Genre, t'as besoin de réfléchir, mais pas forcément d'être méga réactif. Alors que là, si. Les deux, en fait. Voilà. Il faut un bon build, il faut que tu travailles un peu tes persos. De ouf. Et quand tu te fights, tu te fights, quoi. Tu sues du cul. Vraiment, c'est à tel point qu'il y en a que je déteste quand les gens disent ça m'énerve. Parce qu'ils disent ça ressemble à un Souls. C'est dur, c'est un Souls. Bravo. Voilà, dès qu'un jeu est dur, c'est un Souls. Bon, et là, en fait, on est deux personnes. C'est-à-dire, moi, je déteste les Souls. Le seul que j'apprécie à la limite, c'est Sekiro. Et toi, par contre, tu les as tous poncés. J'ai grandi toute mon adolescence avec les Souls. Tu les as tous tous poncés. En plus, tu fais des new game machin, tu te relances des parties. Enfin, je veux dire, t'es à fond là-dedans, quoi. Mais je l'ai jamais encensé pour autant. Moi, je connais ses défauts Souls, qui sont les mêmes jusqu'à Elden Ring aujourd'hui, hein, et ils les ont pas corrigés. Il y a des défauts. Il faut arrêter d'encenser, ouais. Et le fait de sortir le truc, c'est difficile, ça ressemble à Souls. C'est bon. C'est bon, ça n'a rien à voir avec un Souls, parce qu'en fait, le problème, c'est pas un Die and Retry déjà. Non, c'est pas un Die and Retry. T'as pas. Certains boss. Certains boss, oui, mais c'est de l'optionnel. C'est de l'optionnel. C'est ça. Sur les trucs de l'histoire, t'as peut-être à la fin, à la limite. Et encore, si t'as joué au jeu correctement, normalement. Au pire, t'as des persos qui meurent, tu peux les réanimer, tu vois. Donc déjà, c'est un peu moins punitif.
Ouais, c'est vrai que en fait ouais, c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est comme un Souls, ouais, mais un Souls t'es tout seul, c'est-à-dire que tu meurs, t'as perdu, alors que là t'as 3 persos, Et tu voire perds même 5 à la tu perds fin. ton XP dans un Souls. Il n'y a pas ce système-là. C'est vrai que tu perds ton XP. Ah oui, mais je suis désolé, ça n'a rien à voir avec un Non, mais le Souls-like. problème c'est parce que il y a des espèces de feux de camp, où quand tu sauvegardes, bah ça respawn les mobs, des trucs comme ça. Il y a des checkpoints. Waouh. Un c'est checkpoint, long, ça s'appelle quoi. un checkpoint en fait, les gars. C'est pas nouveau, les gars, quoi. Ouais. Ça a toujours, c'est pas Dark Souls, il a pas inventé ça, mais c'est pas grave. Enfin bref, donc du coup, l'appellation Souls-like, ne la prenez pas en compte, parce que je sais qu'il y en a, ils vont entendre Souls, ils vont se dire non, c'est pas pour moi. Et tout de suite, ils vont dire ah, c'est un Souls, non, c'est moi. Mais non, ça n'a rien à voir avec un Souls. Par contre, le jeu, oui, est exigeant. L'histoire est très très prenante. Bah, c'est son gros point fort avec sa musique, je pense. C'est les 2 points où il mériterait presque un 20 sur 20, pour moi, en tout cas. C'est subjectif. Histoire et musique, c'est un 20 sur 20 pour moi, tu vois. Alors musique, ouais, ok, là d'accord, mais sur l'histoire, par contre, je trouve qu'il y a un petit côté branlette, un petit peu trop prononcé sur la fin. Branlette intellectuelle, oui, tu veux dire? Ouais, ok, ça je se comprends. pignole avec des sens, des doubles sens, des métaphores, machin. Il y en a un petit peu trop. En fait, j'avais l'impression de jouer à Kingdom Hearts à la fin. On n'est pas trop non plus dans l'imaginaire. Ça reste du concret, du réel et de la relation humaine. Voilà, en fait. ça reste du. Ouais, c'est pas comme c'est comme dans Kingdom Hearts où t'as la lumière, le ténèbre. En fait, t'as 50 000 trucs intercodés, machin. Non, là, c'est vraiment de la réflexion philosophique, tu vois, genre philosophique, métaphorique, tout ce qui va avec. Bah, je trouve que dans l'histoire, ils ont essayé d'aborder tous les thèmes importants anthropologiques. Ça parle de théologie, l'amour, la vie, la naissance, faire des enfants. Oui, voilà, ça parle d'un peu de tous les sujets, mais ils vont pas creuser. Ils sont pas là pour te gaver l'intellect, tu vois. Alors, ouais. Vraiment, c'est une vision poétique. Et puis c'est très nuancé aussi. Il y a aucun manichéisme dedans. C'est qu'il y a pas de méchant, pas de gentil en réalité. C'est dans le nom clair-obscur, ils essaient de te faire croire qu'ils vont te vendre une dualité, mais en fait, il y a pas de dualité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tous les personnages ont leur raison de faire ce qu'ils font. Il y a pas de vrai méchant, il y a pas de vrai gentil. Ça pose des questions sur ce qu'est la vie et la conscience, tu vois, mais c'est pas de la branlette intellectuelle non plus. Moi, je trouve pas, personnellement. Non, moi, je trouvais quand même sur la fin, mais ça, encore une fois, c'est dans le contenu annexe, il y a quand même beaucoup d'interprétations. Ouais, mais ça, c'est justement, ça, c'est pour les mecs, justement, qui veulent passer 600 heures à poncer le jeu et à essayer de comprendre la moindre petite info cryptique. Ça vidéos, là, pour le coup, c'est du branleur de Souls, hein. Les infos cryptiques. La différence, c'est que dans un Souls, on te raconte presque rien, alors que là, on te raconte tout, là. Donc, il n'y a pas un PNJ dans oh, le feu. En fait, il voulait dire que. Non, il te raconte vraiment les trucs, là, dans Clair Obscur. Je vais sortir un petit spoil, mais c'est pas vraiment un spoil par rapport à l'histoire. C'est par exemple, tu sais que la famille avait un chien. Ouais. Par exemple, voilà. Bah, ça, c'est un petit détail à la con. Je suis sûr que des gens vont faire des théories là-dessus. Parce que c'est un truc cryptique qui est caché et tout. T'es pas censé le savoir. C'est pas vraiment caché si t'as joué au jeu. Si t'as fait le 100%, tu le sais. Même sans faire le 100%, hein, c'est assez rapidement dans le jeu, tu comprends. Hein, ça, dès que t'arrives à l'acte 2... Ouais, alors j'ai dû passer à côté, peut-être. Voilà, pour le coup, c'est peut-être moi. Donc ça, c'est l'histoire. Ensuite, la musique incroyable. De toute façon, là, actuellement, je crois que les mecs sont en train de péter les scores sur toutes les plateformes d'écoute. Je crois qu'ils ont fait 33 millions d'écoutes en même pas un mois. Ils ont été numéro 1 dans plein de trucs. Enfin, c'est laisse tomber, ils ont... Ouais, le fameux j'ai lancé le jeu et j'ai pleuré 2 fois, je suis toujours dans le menu principal. Voilà, donc, la musique, elle te met direct une grosse claque dans la gueule. Voilà. Donc après, globalement, hein, pour peut-être il y en a qui seraient pas au courant, le jeu, ça reste un jeu qui est quand même très très mélancolique. Donc c'est pour ça que moi, par exemple... Ouais, il est sombre, pour le coup. Personnellement, j'ai refusé de le faire en live. Il y en a qui m'ont demandé fais-le en live, machin. J'ai dit non. T'aurais pas profité de l'expérience. Déjà, j'aurais pas profité de l'expérience, et puis en plus, vas-y, t'arrêtes de jouer. Genre, moi, à chaque fin de session, je suis là, putain, la vie, c'est de la merde. Donc, du coup, c'est. Ah, pas tant que ça, mais je me dis, oh la vache. Ouais, mais du coup, effectivement, ça t'aurait peut-être pas impacté à un moment donné si t'es en live. Tu te détaches un petit peu de ce que t'es en train de faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un jeu, c'est comme un bon film, je suis désolé, tu te mets dans le canapé limite tout seul, même pas avec quelqu'un et t'en profites, quoi. Ouais, presque. En vrai, ça, ou comme un bouquin, c'est un peu comme un livre. Comme un roman, ouais, c'est un truc que tu partages avec toi-même, en fait. Non, tu partages avec quelqu'un qui l'a lu, mais chacun de son côté. Ouais, après, plus tard, voilà, plus tard, ouais. Tu sais, c'est pas comme, je sais pas, comme regarder une série ou un truc, c'est tu te plonges dedans, et c'est à chaque fois, c'est comme si tu finissais un chapitre d'un bouquin, tu poses le bouquin, tu réfléchis. Et après, tu reviens dedans, et, et ça change, tu vois. C'était ça. Et je pense que c'était la vision des développeurs, hein. Je sais pas trop, j'ai regardé un peu leurs interviews, mais ils ont, en tout cas, j'ai pas trouvé des trucs où ils étaient très précis là-dedans. Donc peut-être qu'ils attendent un peu que le jeu il ait fait son truc, histoire de pas spoiler les gens, pour pouvoir vraiment aborder des sujets, je sais pas. Mais c'est carrément possible. Ouais. Mais dans tous les cas, ouais, donc niveau histoire, très très bien, mais
Attention, c'est pas une histoire. Tu vas pas rigoler une seule fois. Je crois que j'ai pas rigolé une seule fois. Ouah, si. Elle est vite fait. Il y a juste un moment qui était marrant. T'as 2-3 passages où ils essaient de montrer un peu de gaieté quand même. Mais en fait, relativement, ils ont envie de se foutre en l'air tous les uns après les autres, tu vois. Donc bon, voilà. On va tous se buter, mais dans la gaieté. Voilà, après, moi, ce qui m'a particulièrement frappé dans le jeu, c'est le level design. Et le level design, juste pas en termes d'exploration, parce qu'en termes d'exploration, en réalité, en fait, c'est assez compliqué d'explorer dans ce jeu, parce que t'as pas de map. Enfin, quand t'es dans les zones, t'as pas de map. Quand t'es dans l'overworld, t'en as une, mais quand t'es dans les zones de base, t'en as pas. C'est à peine si t'as une boussole. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert qu'il y avait une boussole que après. J'ai appris après le 100% qu'il y en avait une. Voilà, donc en fait, il faut ouvrir un menu pour avoir une boussole, donc c'est tellement pas intuitif, donc c'est un peu chien. Mais le level design est bien fait dans le sens que tu te perds très peu en réalité. C'est très labyrinthique, mais au final, tu retrouves toujours le chemin, parce que les mecs, quand ils ont designé les niveaux, il y a des indicateurs de partout. Genre, t'as une narration visuelle qui est juste incroyable. Tu peux pas te perdre en fait. Quand tu sors du chemin principal, généralement c'est pour aller chercher du collectible déjà. Oui, mais en plus donc tu reviens toujours par revenir sur le chemin principal. Ouais, voilà, c'est labyrinthique, mais à la fin le chemin c'est le même. Et aussi un point que je note, c'est que l'exploration est constamment récompensée. Si tu fais un détour sur le moindre couloir, t'auras une récompense systématiquement. Ouais, mais pour le coup, sur la fin du jeu, moi j'hésitais des fois à faire des détours parce que je savais que ça allait être du collectible de merde. Donc, oui, mais au final, ça te récompense. Pas du collectif de merde, ça sert tout le temps. Ça te récompense en un sens, mais pas pour les bonnes raisons. Bah, si, parce que ça te permet d'avoir des nouveaux équipements, des nouveaux trucs, des nouveaux pictos. C'est très rare que les nouveaux équipements soient planqués, hein, pour le coup. Très souvent, c'est des Lumina, là. Ouais, des points de Lumina pour les points de compétences, en gros, c'est ça. Mais ça reste que c'est une récompense quand même. Oui, t'es récompensé systématiquement. T'as toujours un truc. Il y a un intérêt à tout faire. Voilà, il y a un intérêt à aller explorer. Bon, pas forcément utile à chaque fois, tu vois, c'est pas la peine de faire le 100% forcément. Mais bref, le level design est vachement bien fait, et surtout la narration dans le level design est vraiment super cool. Par exemple, tu sais, dans les jeux modernes, là, t'as toujours des, tu sais, genre Horizon. T'as essayé Horizon Forbidden West? Non, justement. C'est un calvaire. Là, tu sais, t'as des peintures jaunes. Je t'ai vu y jouer, j'ai fait, c'est hors de question. C'est même pas que des peintures jaunes, tu sais, t'as l'espèce de scanner de Aloy qui montre tous les trucs. Tu vois tout le temps. Voilà, ça, c'est la Ubisoft, hein, clairement. Là, dans ce jeu-là, en fait, t'as ces trucs-là, mais sauf qu'ils sont cohérents avec l'univers. C'est-à-dire, par exemple, si t'as le concept de l'histoire, c'est qu'ils envoient des expéditions pour explorer un continent, mais on va pas en dire plus parce que sinon on va spoiler, on va éviter. Et en gros, chaque expédition a laissé des traces pour l'expédition suivante. Et en fait, tous les endroits, par exemple, t'as des trucs, des crochets pour monter les montagnes, des trucs comme ça, en fait, t'apprends que c'est les unités d'alpinistes, des autres trucs qui les ont laissés là pour laisser les autres, pour ouvrir le passage pour les suivants. C'est pas El Famoso petit bout de caillou qui est jaune pour te dire que tu peux grimper. Voilà. En fait, ils sont là pour une bonne raison. Et tous les marquages au sol, genre que ce soit les cadavres des anciens mecs ou les drapeaux qu'ils ont plantés, comme ça, bah, c'est des guides qui font que t'as pas besoin d'une map, en fait. À chaque fois que tu vas dans une zone, tu sais où tu vas. Ça te raconte toujours l'histoire et par où aller, en fait. Voilà. C'est un peu un game design à la Fallout où il y a toujours une histoire qui est racontée par les décors, en fait, et ça te donne le chemin à suivre. Voilà. Tu sais ce qui s'est passé. Et surtout, dire tu n'es pas... genre, c'est un truc qu'il faut bien savoir, c'est que le jeu, c'est un couloir. Oui, c'est un jeu couloir. C'est un couloir. C'est un couloir, c'est un putain de couloir, mais en fait, c'est pas un couloir chiant. Genre, t'as plein d'embranchements, t'as plein de trucs qui se passent, et tu t'emmerdes pas, en fait. En fait, justement, pour moi, c'est un couloir, ils ont voulu faire des embranchements, et ils auraient dû accepter de juste faire du couloir, parce que moi, j'aimais juste me balader dans les couloirs. Et leur design est tellement bien fait, la direction artistique est tellement géniale, que j'aurais aimé ne pas me casser le cul à faire des détours pour aller chercher des collectibles, et juste profiter de leur jeu, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que s'il y a pas, moi, personnellement, s'il y a pas la carotte à la fin, bah, au bout d'un moment, j'aurais moins envie d'aller explorer. Pour moi, la carotte, c'était l'histoire et les boss qui sont fabuleux. Bah oui, mais justement... ça, c'était pour moi la carotte. Tu les trouves sur les détours. Par exemple, dès la première zone, là, tu sais, la zone... Après, oui, effectivement, t'as des petits boss cachés, mais par contre, qui sont vraiment durs. Hein. Ils te mettent plein le cul à chaque fois, mais... Ouais, c'est un vieux one-shot de toute ton équipe, t'es là... Ok, bon. Mais par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il... Par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, c'était un boss, c'était un mime, que j'ai laissé dans une zone parce que j'étais vraiment under level, je pouvais vraiment rien faire, quoi. Même genre, j'ai essayé de lui taper dessus pendant presque 25 minutes. Genre vraiment 25 minutes. C'était dans une grotte? Je crois. Genre, j'ai essayé de lui taper dessus pendant 25 minutes et en fait, tu sais, je lui mettais 200 et ça change. Genre, oui, non, mais justement, moi, j'ai insisté comme un débile pendant 15 minutes, mais en fait, j'ai compris qu'il fallait juste les fracturer et comme ça, tu leur mets 10 fois plus de dégâts. Mais au début, j'avais pas compris ça. Moi. J'avais beau faire ça changeait rien. J'étais vraiment under level de fou. T'avais 10 ou 15 levels en retard. Et donc là, à bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, laisse tomber, j'y retournerai plus tard. Le problème, c'est que j'ai oublié qu'il était là, parce que comme il n'y a pas de map,
je me souviens plus où il était, donc j'étais obligé de me faire 3 fois le détour de la map pour retrouver où est-ce qu'il était. Donc ça, c'est un peu un petit défaut que j'aurais à dire. C'est que le fait d'avoir pas de map, c'est bien, parce que ça te permet de profiter plus. Parce que c'est souvent dans ces jeux comme ça, tu finis par ne plus regarder le paysage, tu regardes que la minimap. Bah justement, moi je me retrouvais à tout le temps chercher les petits couloirs planqués, parce que je voulais avoir tous les collectibles, alors que j'aurais dû juste profiter du jeu. Et ça, pour le coup, c'est peut-être mon erreur. C'est peut-être pas l'erreur des développeurs. C'est que moi, je voulais tout faire et j'aurais pas dû tout faire. Bah moi, je voulais tout faire aussi, mais c'est... On en parlera après, parce que... Ouais, il y a du spoil. Après, il y a du spoil. Mais... Pour dire pourquoi j'ai pas tout fait à 100% et que toi, en fait... Je me suis infligé ça. T'es à 99,9%, on va dire. 98% des succès, parce qu'il y en a un que je me suis foiré et ça me dégoûte. Voilà, mais on en parlera plus tard, parce que sinon, là, on est obligé de spoil et on va éviter de spoil. Donc voilà, donc globalement, voilà, pour terminer sur cette partie non-spoil, jeu, direction artistique fabuleuse, bande-son... Vincent, franchement, désolé, les musiques, c'est claque dans ton cul. Voilà. Ensuite, le gameplay, il y a quelques couacs, mais on y reviendra après. Mais globalement, c'est quand même bon. C'est le point négatif du jeu. Pour toi, c'est le point négatif. Mais on peut pas dire que ce soit négatif, c'est qu'il y a des lacunes. En fait. Voilà, il y a des lacunes, mais encore une fois, faut pas oublier que c'est leur premier jeu. Oui. Même s'il y a quelques anciens d'Ubisoft quand même dans le studio, ça reste quand même leur premier jeu en tant que... Voilà. Et il y a quand même l'ambition de faire quelque chose d'original. Voilà, même si ça reprend des anciens concepts. Ça reprend, c'est un peu un globi-boulga de tout ce qui s'est déjà fait, donc c'est vraiment très très bon. Ensuite, d'un point de vue contenu, ça on n'a pas vraiment évoqué, ce qu'on le dit, mais c'est un jeu qui est quand même très généreux, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il est pas trop long. Ce qu'il faut. Pour moi, ce qu'il faut. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Genre, si tu faisais l'histoire d'une traite, t'en aurais pour une vingtaine d'heures. Peut-être 25. 25 Peut-être 25. Sans faire de détour, 25. Ouais. Et en faisant des détours, moi j'ai fini 40 heures. 40 heures pour finir, et après j'ai fait 5 heures de plus pour essayer de faire du contenu annexe. Donc toi, t'as fait bon, pas totalement 100%. Ah si, je suis désolé. On va dire 100%. Genre, je mérite de l'avoir, je l'ai fait en 40-45 heures. 45 heures, voilà. Et sachant que toi, t'as déjà des appétences sur les jeux qui demandent des réflexes et trucs comme ça, donc en admettant... Ouais, j'ai pas trop galéré, sauf sur un truc. En admettant qu'un gars... J'ai perdu 3 heures sur un seul truc. Ouais. En admettant un gars qui soit pas forcément assidu, machin, qui veut juste le faire en mode détente, ouais, pour faire à 100%, il y en a moins de 50 heures. En vrai, moins de 50 heures. Ouais, on peut faire une grosse 50aine d'heures. Ouais. Voilà, donc c'est globalement, voilà, c'est un jeu qui vaut le coup. En plus, il est pas très cher, je crois qu'il est vendu à 50 € en plein tarif. Le jeu moins cher chez Leclerc, je crois même. Hein. Tu le trouves à 35 balles. Tu le trouves à 35 balles. Ouais, à 40, ouais, entre 35 et 40 €, un truc comme ça. Pour un jeu d'une qualité comme ça, c'est ridicule. Ouais, c'est comme Helldivers en fait, il était aussi exactement vendu comme Helldivers. Il était pas cher, Helldivers aussi. Et puis sinon, il est Day One sur le Game Pass, donc... Oui, pour ceux qui ont la Xbox. Pour ceux qui ont la Xbox, ou même pour ceux qui ont juste un PC et qui n'ont pas forcément envie de l'acheter. Parce que ça, c'est le genre de jeu, c'est pour ça pour moi que le Game Pass il a beaucoup d'intérêt. C'est que si tu payes 40 balles et qu'au final tu te dis bah c'est pas pour moi, bah t'as perdu 40 €. Alors que le Game Pass, tu peux le tester. Le jeu est pas pour tout le monde, mais moi je conseillerais à tout le monde d'au moins l'essayer, pour le coup. Parce que même si t'aimes pas le gameplay, l'histoire va te plaire. T'aimes pas l'histoire, c'est pas grave, il y a les musiques. Même si l'histoire te casse les couilles, rate les musiques, les gars, elles sont tellement cool. Si tu veux, mais au pire les OST, ça aussi c'est un point que je vais évoquer rapidement sans spoiler parce que voilà, c'est que la musique a été conçue, en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai, c'est que la musique en elle-même raconte en partie l'histoire. C'est pour ça que c'est un peu un problème dans le fait que ça peut te spoiler si t'écoutes les OST avant de jouer au jeu par exemple. Oui, mais vu que la plupart sont pas dans des vraies langues. Il me semble que si, c'est des vraies langues, mais bref. Mais en fait, si t'écoutes juste la BO du jeu, c'est presque un opéra, en fait. Dans le sens où ça te raconte quelque chose du début à la fin. Bah, si tu retires les musiques de combat, oui, non, mais effectivement, mais quand il y a des paroles, ça raconte toujours un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, mais ça te spoil pas vraiment, ça te donne des indices, en fait. Moi, franchement, j'ai deviné la moitié de l'histoire à l'acte 2 à cause des musiques. Parce que j'ai eu le malheur de les écouter pendant que je faisais à manger, et j'ai écouté les paroles, je fais quand tu fais le lien, tout s'enchaîne, oui, mais quelqu'un qui va juste écouter les musiques, il va juste en profiter. Oui, mais ça va quand même raconter quelque chose, donc il pourra imaginer une histoire quand même, tu vois. Donc c'est ça qui est cool avec cette musique. C'est pour ça que cette BO est vraiment incroyable. C'est que même si tu l'écoutes sans jouer, bah c'est ouf en fait. Ça raconte, on dirait un opéra, franchement. Oui, parce qu'à mon avis, le compositeur avait une liberté artistique totale. Bah c'est plus ou moins ce que j'avais compris, ouais. C'est que les mecs ils étaient à fond. D'ailleurs même quand on regarde un peu les making-of, c'est-à-dire que le directeur créatif du jeu et le compositeur chantent dans la BO. Ils font les chœurs dans la BO.
Ah, je savais pas ça, tu vois. Il suffit de regarder le clip qu'ils ont sorti sur la chaîne YouTube, et en fait, c'est Guillaume Broche qui s'appelle le directeur du jeu, le créateur du jeu, quoi. Il chante en fait aussi dans la BO. Donc les gars sont investis à 100% quoi, dans le truc. Ils aiment ce qu'ils font. Hein. Et franchement, c'est un jeu. Pour terminer sur cette partie, j'ai dit ça il y a 5 minutes. Globalement, c'est un jeu qui transpire l'amour du jeu vidéo en lui-même, parce que c'est du jeu vidéo pur jus. En fait, j'aurais pas imaginé ce truc-là autrement qu'un jeu vidéo. Mais tellement tu pourrais pas. Tu pourrais, mais genre ça perdrait de tout son sel en fait, parce que par exemple, rien que t'imagines tout le délire avec les expéditions qu'on laissait des traces machin, si c'était pas un jeu vidéo, tu pourrais pas faire ça. Tu pourrais pas retranscrire ce truc-là. Ce serait redondant, t'aurais pas envie de t'impliquer. Imagine si c'était une série par exemple. Tu pourrais pas mettre autant de détails. Bah non, t'aurais pas envie de t'impliquer, tu te ferais chier avec autant de détails. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est un pur produit de jeu vidéo, 100% jeu vidéo. Tu vois, ces dernières années, il y a beaucoup de jeux qui sortent, c'est des jeux, mais tu te demandes pourquoi c'est des jeux, on dirait des films interactifs, tu vois. Alors que là, c'est du pur jeu vidéo, genre c'est de l'interactivité pure. Après, pour ceux qui aiment pas bouffer de la cinématique, faut pas y jouer non plus. Hein. Il y a pas tant que ça de cinématique. Ah, il y en a un peu quand même. Ah non, en vrai non. Il y en a un peu. Moi, je pense que ceux qui veulent du gameplay pur, faut pas non plus y toucher, quoi. En vrai... Tu vas en bouffer du dialogue. Hein. Il y a du dialogue, c'est sûr, mais genre, c'est pas... Il y a du dialogue, mais pas beaucoup de cinématiques. C'est pas du Last of Us, effectivement. Ça, pour le coup, on va pas lui enlever. Mais les dialogues sont prenants parce qu'ils te racontent toujours quelque chose. Oui, ils sont pas gnangnan, c'est pas dans le cliché, c'est pas tout le temps dans le trope. Et ce qui est fou, c'est que même les PNJ te racontent des trucs. Oui, tout le temps. Il y en a très peu qui te racontent rien, en fait. Les gestrales. Mais non, les gestrales, ils racontent pas grand-chose, mais c'est que des mèmes. Ouais. Par exemple, il y a ça se voit que c'est du franchouillard French, genre t'as des gestrales qui sont en train de jouer, c'est des créatures dans le jeu, il y en a un, il fait « Philippe, je sais que tu te caches !» Ah non, mais ça, c'est sûr, les ricains, ils l'auront pas, celle-là. Les refs sont fabuleuses. Il y a des nombres de refs, c'est génial, vraiment, ça c'est il y a de la ref partout, et c'est vraiment de la ref d'internet, quoi. Je crois que les mecs, le directeur du jeu, je crois qu'il a 32 ans, donc il est... Ah ouais, ça fait jeune. Hein. Nous, on a 27 ans cette année, donc il est pas beaucoup plus vieux que nous, tu vois, donc il a les mêmes rêves que nous, et ça se voit que les mecs ils ont ces rêves-là. Ça se sent que les mecs se sont marrés entre eux à faire leurs conneries. Ouais, Genre, Philippe, je sais que tu te calmes. Ils l'ont flacé, ou même, tu sais, le même avec le chien là qui est dans une maison en feu, il fait It's fine. Ils l'ont mis aussi celui-là. T'as un mec qui est dans sa maison en feu, il fait non, tout va bien. Voilà, donc t'as que des petites rêves comme ça aussi partout. Donc il y a pas beaucoup de PNJ par contre dans le jeu. Il y a très peu de PNJ, mais à chaque fois qu'il y en a, c'est soit ils te racontent un truc intéressant, soit ils sont là pour te faire une vanne à la con, quoi. Mais genre c'est une vanne qui va te faire marrer toi, qui va pas faire marrer l'ambiance des persos et trucs comme ça. C'est un peu. Enfin bref, donc globalement c'est un jeu qui est très très cool. Moi je le conseille. Au moins de l'essayer, ouais, comme toi, je dis la même chose, faut l'essayer, il est sur le Game Pass, donc ça coûte rien. Puis si vous êtes sur le Game Pass PC, je crois que c'est 10 balles le Game Pass PC, un truc comme ça. De toute façon, même plein pot, si tu le prends en physique, c'est 35 balles, quoi, du coup... 35-40 balles, ouais, et puis ouais, en vrai, après encore une fois, moi je déconseille, c'est un peu le problème, c'est que des fois tu dis, va regarder une vidéo pour voir si ça t'intéresse, mais là je déconseille de regarder une vidéo sur le jeu, en fait. Tu pourrais regarder l'intro, éventuellement... Mais après, c'est pareil, tu vas peut-être pas t'investir autant dans le jeu si t'as pas vécu l'intro. Tu lances ton jeu et tu vis l'intro, tu vas pas la regarder sur YouTube. Ouais. Puis ça, même l'intro, hein, c'est quand même assez ouf d'avoir réussi à faire autant poignant, alors que les persos, tu connais à peine. Bah justement, j'avais entendu un peu dans mon entourage ceux qui avaient fait le jeu, ils disent ouais, mais tout de suite, je me suis senti impliqué. Moi, pour le coup, j'ai eu du mal. L'intro est magnifique, mais j'ai eu du mal à... On va dire avoir de la peine pour les personnages. Ouais, mais après, est-ce que toi, t'as pris le temps de parler à tout le monde ? Bah, quasiment. Oui, sauf une grosse salope qu'il fallait, mais tu l'as pas fait. Ah, ça me dégoûte, putain. Enfin bref, voilà pour l'avis général, et donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie ensuite dans la partie spoiler. Voilà. Ok, bon bah maintenant on va partir en partie spoil. Donc si vous avez pas joué au jeu, partez, parce que sinon on va spoiler absolument tout là. À part pour ceux qui n'ont rien à foutre. Pour ceux qui n'ont rien à foutre, qui veulent juste écouter un podcast, parce que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, il y a notre partie spoil, ils s'en foutent, ils écoutent quand même. Donc voilà, donc là on passe en partie spoil, et on va lâcher les trucs, et on va commencer par, on a quand même une petite liste de points qu'on va aborder, quand même, histoire d'être un peu structuré. On va commencer par parler de la direction artistique du jeu. Qui est exceptionnelle. Exceptionnelle,
Là-dessus, on est d'accord, mais j'ai quand même quelques petits couacs à dire par rapport à ça, et notamment, c'est l'Overworld qui me pose problème. La qualité n'est pas la même que le reste du jeu, ça. Si c'est ça ton argument, pour le coup, c'est vrai. Non, c'est pas que ça, en fait. Moi, le problème de l'Overworld que j'ai, c'est que il m'a filé mal au crâne. La gerbe, non ? Parce que c'était à moitié flou et très saturé. Enfin, genre, pas forcément saturé, la lumière est trop forte. La lumière est trop forte. Ouais, et souvent, ça c'est un gros problème que j'ai dans le jeu globalité, c'est que soit c'est trop sombre, soit c'est trop éclairé. Il n'y a pas de juste milieu, et j'ai été obligé plusieurs fois dans le jeu, à chaque fois, de changer les paramètres. À plusieurs reprises. Je me suis pas cassé le cul à faire ça, mais je sais qu'il y a des zones très sombres, c'était voulu, pour le coup. Ouais, mais trop, beaucoup trop. Ah mais moi ça me dérangeait pas de jouer dans le noir. Mais c'était voulu par les développeurs, ça je le sais. Ouais, mais toi par exemple, toi dans, je sais pas, dans ton salon, t'as pas le reflet de merde sur ta télé. Ah non mais moi je joue dans le noir quand je joue, donc... Parce que moi j'avais ce reflet de fils de pute, et quand il y avait le reflet c'était mort, je pouvais pas jouer, genre en pleine après-midi, en plus là on a joué. Tu jouais en voyant ton salon en fait. Mais je voyais rien du tout. Je voyais rien, mais que dalle. Et du coup, j'étais obligé de soit augmenter la luminosité, soit je jouais dans le noir. Sauf qu'en fait, en plein après-midi, bon, il fait chaud, je suis pas tout seul à la maison. Pour toi, t'as que ta femme. Ah ouais, moi, je ferme les rideaux. Hein. Et moi, j'ai ma fille, j'ai ma femme et tout. Ils ont pas forcément envie d'être dans le noir toute la journée, donc c'était un peu chiant. Surtout pour le peu que t'aies un écran OLED qui reflète tout, parce que les noirs sont très très noirs. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Oh putain! Ah là, c'était agressif, parce qu'en fait, j'ai fait une petite partie du jeu sur ma Rogue Ally, parce que le jeu tourne très bien sur Asus Rogue Ally. Et du coup, l'écran c'est un LCD, et là, j'avais pas ce problème. Mais quand je jouais sur ma télé du salon en OLED, dès que j'étais dans un truc sombre, je voyais plus rien. Et genre par exemple, le boss, le dueliste, je l'ai battu sans rien voir. Ah, ça m'étonne pas. Mais pour le coup, c'est vrai que ce combat était un petit peu visuellement brouillon. Hein. Et même la scène à la fin où il y a une grosse baston, j'ai été obligé de la re-regarder sur YouTube parce que je n'ai rien vu. Ouais. J'ai rien vu. Ça m'étonne pas. Et pourtant, tout le monde dit ouais, le dueliste, truc incroyable, truc comme ça. Mais en fait, j'ai mon combat de boss préféré du jeu, je pense, ouais. Bah du coup je sais pas parce que moi je l'ai vu en... je voyais rien dans ce putain de boss de merde. Du coup ça m'a saoulé. En fait le seul truc que je voyais c'était ces épées qui brillent en fait. Au moins pour pareil tu pouvais. mais du coup je l'ai éclaté en 3 coups donc c'était pas un problème mais genre je voyais rien. Et du coup ça m'a gavé parce qu'en plein combat tu peux pas ouvrir les paramètres et changer les trucs. Je savais pas ça. Bah, en plein combat tu peux pas. Tu peux mettre pause mais je crois qu'il me semble que tu peux pas accéder aux paramètres du jeu. Et c'est carrément possible. Ouais. Et ou alors si c'est possible j'étais pas au courant. Et du coup, bah, ça m'a un peu fait chier, parce qu'à certains moments, j'étais obligé de changer les paramètres. Et genre, par exemple, tu sais, j'avais commencé à jouer à 14h, il faisait beau soleil, puis j'ai rejoué après à 23h30, tu vois. Et là, ça m'a agressé la gueule direct. Je fais, oh putain, et puis après, l'Overworld, il est un peu flou. Après, encore une fois, moi... Baveux presque. Baveux, mais moi, j'ai joué en mode qualité. C'est-à-dire, moi, j'ai joué le jeu au 30 FPS en 4K, toi, tu as joué full performance. Toi, t'as mis full performance. Après, moi, j'ai joué sur Xbox, toi, t'as joué sur PS5. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Non, je pense pas, mais le fait est que toi, t'as joué en performance, et donc toi, peut-être, c'était même pire que moi, parce que moi, j'étais en qualité. Ah, mais j'avais l'impression de jouer à PUBG. PUBG de... Ah oui, le premier de l'époque. Quand t'es dans l'Overworld, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Ah, c'est baveux. Vraiment, ouais, mais encore, toi, en mode performance, ça devait être dégueulasse, mais je te dis, en qualité, ça allait encore. C'est juste les effets visuels. Mais il y avait trop de lumière. Ça, pour trop de lumière, et puis il y a un autre problème. C'est que l'Overworld est très grand. Ouais. Il est immense. Pour un jeu comme ça, c'est très très grand, mais en fait le problème c'est que la musique, alors la musique elle est bien, mais elle tourne en boucle. J'ai pas souvenir, mais maintenant que tu me le dis... Ah, ça a fini par me saouler. C'est carrément possible. Et en fait, et puis à ça tu rajoutes Esquier qui fait que des phrases de merde dès que t'appuies sur un bouton. Wouhou. C'est parti mon kiki. C'est ce que j'appelle fendre le ciel. Ah, putain. Je suis la balle la plus rapide du monde. Bon, tu sais, au début c'est marrant. Oui. Et en fait après tu commences à en avoir marre. Quand c'est la 36e fois qu'il te le sort en 5 minutes, t'as envie de fermer sa gueule. Ça finit par me gaver un peu. Donc mais la DA, pareil, c'est bien, quand les personnages ramassent à chaque fois un collectible. Ah oui, ils ont Wahou, impressionnant. Je pense que ça va nous servir. Ça m'a cassé les couilles. Ça à la limite, ça n'a pas vraiment à voir avec la DA en soi. Un défaut. Mais c'est vraiment là pour allier juste à la DA. C'est vraiment ça qui m'a posé problème, c'est qu'ils ont voulu... Bah, c'est bien qu'ils en aient fait, mais un petit peu trop, quoi. En fait, ils ont accentué leur DA. Il n'y a rien qui m'a choqué, en vrai. Non, en termes de DA, il n'y a rien qui m'a choqué. Il n'y avait que de très bonnes idées. Franchement, c'était dépaysant. Et en fait, quand tu vois la DA, bah, ça fait ultra sens avec l'univers du jeu, qui est une peinture, en fait.
Oui, et que chaque zone est totalement différente les unes des autres. Ça, pour le coup, chaque fois que tu vas dans une nouvelle zone, tu découvres un nouvel univers. Elles n'ont rien à voir, en fait. Et elles sont toutes décorrélées. Genre, t'as un océan au milieu de la map. Océan inversé avec des... Ouais, surtout que tu te balades dans l'océan. Pas sur l'océan, mais dans l'océan. Genre, il est contenu dans cette zone-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, vas-y, c'est ultra chum, ce truc. Et en fait, moi, j'ai commencé... Bon, on part un peu dans le sens, mais encore pour la DA. C'est que dès que j'ai atterri dans le manoir pour la première fois, j'ai compris que le monde, c'était une peinture. J'ai compris instant. Surtout que tu le retrouves un peu partout, le manoir, et là tu fais bah oui, non mais c'est... Mais dès la première fois, en fait, c'est même sans aller dans les pièces, j'ai commencé à regarder, parce que j'ai fait le tour du manoir, parce que je voulais chercher le moindre collectif, évidemment il n'y avait rien dans le manoir, il y a que dalle à chercher dans le manoir, sauf quand tu vas dans les pièces spéciales. Et en fait... Plus tard du coup. Ouais, et en fait, dès la première fois que j'y suis allé, j'ai regardé les murs, je fais mais attends, cette zone-là je la connais, celle-là je la connais, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Là il y a un piano, il y a là une guitare, il y a un truc, là il y a un panier de chiens avec marqué Monaco, je fais oh là. Attends. Et là j'ai fait ok, bon c'est bon, j'ai capté, on est dans un putain de tableau quoi, il y a un truc. Puis après j'ai réécouté la BO et tu sais elle dit Guardéo peinture, je fais attends déjà Guardéo, je sais pas ce que ça veut dire mais on s'en fout, elle parle de peinture pendant tout le lot. Et après il y a eu la première fois que je me suis battu contre Renoir et la musique qui se lance c'est Une vie à t'aimer. Et en fait j'ai écouté un peu la musique, parce que moi j'avais l'habitude quand il y avait là un boss, je ne jouais pas au début pour écouter un peu la BO. Ouais. Et à un moment, ça fait arrête de m'aimer, lâche ce pinceau, quitte cette toile dans les paroles. Et là, j'ai fait ok, c'est bon, c'est ça. Et du coup, j'ai dit à ma femme, je fais bah tiens, je vais te faire ma prédiction. Et là, j'étais genre à 15 heures de jeu, je fais on est dans un tableau. Par contre, le reste, je sais pas. Est-ce que c'est la peintresse, machin, ça, je savais pas encore. Après, ça, y a pas besoin de jouer au jeu pour comprendre. Déjà, l'ennemi principal, c'est la peintresse, donc tu te doutes bien que les gens qui se font effacer, bah oui, mais sauf que au début du jeu, on te dit que la peintresse efface des gens et qu'il y a eu une fracture. Donc ça, moi, au début, je me disais, au tout début, tu pourrais croire que le monde s'est mélangé avec un monde de fantasy. Ouais, mais en fait, non, tout le monde entier est factice. Et en fait, moi, j'ai compris très vite. Pour avoir joué à Dark Souls 3, le DLC de Dark Souls 3, où c'est le monde dans la peinture, en fait, moi, ça me paraissait tellement logique que quand j'ai lancé le jeu et qu'on m'a parlé de la peintresse, j'étais, bah évidemment, tout le jeu va se passer dans une peinture. Pour moi, c'était du bon sens. En fait, le truc, c'est que je me disais, est-ce que c'est les gens qui sont dans la peinture? Est-ce que c'est des gens qui sont pas réels? Et c'est que à la moitié du jeu, j'ai compris qu'ils étaient pas réels. Mais c'est toute la question philosophique du jeu. Oui. Est-ce qu'ils sont réels ou pas, en fait? Non, ils le sont pas, mais enfin, ils sont là. Oui. Donc, ils ont des sentiments, ils ont vécu, ils ont de l'expérience. Mais du coup, enfin bref, pour finir sur le point DA, à moins que tu aies quelque chose à rajouter de particulier, c'est que ouais, la DA est, en fait, elle est très inégale, mais en fait, c'est voulu. C'est-à-dire que tu as des environnements qui sont pas cohérents, mais c'est fait exprès qu'ils sont pas cohérents. Parce que quand tu arrives au début, tu as une forêt avec des arbres bleus, et la zone suivante, c'est un océan inversé. Ouais, ok. Et la zone d'après, c'est un village avec des espèces de mannequins, et en fait, c'est les gestrales. En fait, c'est les mannequins pour faire des décors. Ah oui, tu sais les petits mannequins. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est ça les gestrales. Je crois qu'on en voit dans le manoir d'ailleurs. Oui, oui, exactement. On en voit partout en fait. Et quand tu vois que c'est des petits mannequins que tu mets dans tous les sens avec des articulations, parce que moi j'en avais chez moi quand j'étais petit, c'est mes frères et soeurs qui faisaient du dessin, donc j'en avais ça. Et quand je les ai vus après moi, je fais on dirait ça. Et genre quand j'avais vu Golgra, j'ai fait oh, mais c'est carrément ça. Oui, là pour le coup Golgra c'est un mannequin de dessin. C'est carrément ça. Et après quand t'as été dans le manoir, tu vois que t'en as plein partout. Et le moment où j'ai flashé. Le moment où j'ai vraiment eu, et c'est pour ça que la DA est vraiment cool, c'est qu'ils ont mis des détails partout, des machins. Le moment où j'ai vraiment percuté, j'ai fait bon, ok, c'est bon, c'est sûr et certain, j'ai tout compris l'histoire. C'est au moment où j'ai été dans une salle du manoir et qu'il y avait une putain de peluche esquiée sur un lit. J'ai fait ok, c'est bon. J'avais tout compris. C'était à ce moment-là, j'ai fait ok, c'est bon. C'est esquié, c'est la peluche, Monaco, c'est Clébar. C'est pour ça que c'est les meilleurs amis de Verso. J'ai tout compris grâce à la direction artistique en fait. Justement parce que c'était voulu par les développeurs. Ils voulaient pas que ce soit caché, et ce qui est caché c'est l'histoire de la famille en fait. Parce que le fait qu'on soit dans un tableau, ils le cachent pas dès le début du jeu quand ils te disent c'est la peintresse, la méchante. Toi tu l'as déduit comme ça, mais je pense que tout le monde l'aurait pas forcément déduit comme ça. C'est le but du jeu, c'est de comprendre ce qui est arrivé à cette famille et ce qui en découle. Oui, mais au début, tu sais pas. Parce que le premier acte, tu joues avec Gustave. Justement, mais c'est quoi le lien entre Alicia et Maël déjà? En fait, au début, tu te dis, mais pourquoi elle est aussi intriguée par Maël, Alicia? Moi, j'ai capté tout de suite que c'était la même personne. Mais parce que au début, tu vois, je me croyais qu'Alicia c'était la vraie. Et moi, au début, je croyais que Alicia c'était la vraie. Moi, j'ai compris tout de suite que c'était pas la vraie parce que j'ai joué à Kingdom Hearts. Et dans Kingdom Hearts, t'as ce délire de simili. C'est que quand il y a quelqu'un qui perd son cœur, enfin, un mec qui a un pouvoir fort, qui perd son cœur, il se divise en deux entités.
un sans-cœur et un simili. En fait, le simili, c'est une coquille plus ou moins vide, sans le cœur, et le sans-cœur, c'est ce qui reste du cœur corrompu. Et en fait, à un moment donné, dans Kingdom Hearts, t'as Sora et son simili Roxas qui vivent ensemble. Et en fait, quand ils se croisent, ils disent, mais t'es pas moi, j'ai tous tes souvenirs, mais en fait, je suis pas toi, et machin. Et en fait, c'est là que je me suis dit, c'est Kingdom Hearts. Grosse ref aussi à FF7, le héros n'est pas le héros. Et moi, je parle pas du premier héros. Oui, comme Cloud. Cloud qui n'est pas en fait. Le héros n'est pas le héros, mais en fait, c'est que des rêves. Ce jeu, c'est que des rêves. En fait, c'est des clins d'œil plutôt. Tu sens c'est la même chose. Voilà, c'est une inspiration. Ces mecs-là, ils sont fans des JRPG. Et tous leurs jeux, ils ont tourné ça autour de ça. Bah ouais, ça se voit. Mais du coup, ouais, niveau DA, moi, c'est vraiment ce que je salue, c'est qu'en dehors du fait que ce soit joli, ils aient pris le temps de mettre des détails partout et que du coup, ça contribue à créer un jeu qui est cohérent. Genre, dans le moindre détail, c'est cohérent. Par exemple, je sais pas, il y a je sais pas si t'as été dans le... Bah si, t'as été forcément dans le glacier ardent. Oui. Où t'as éclaté tous les autres. Mais à un moment donné, il y a une expédition. Et c'est une expédition qui était en train de manger un repas avant de se faire buter. Et en fait, quand tu vois leur cadavre, il y a des pains au chocolat, il y a du jambon, il y a des trucs par terre. Genre, il y a que des détails comme ça partout. C'est l'attention du détail, oui. Mais vraiment, genre, c'est du détail absolument partout. Et du coup, la DA est vraiment incroyable. Par contre, techniquement parlant, le jeu est quand même un petit peu baveux. Et moi, j'ai joué en mode qualité. C'est-à-dire que toi, t'as joué en performance, ça va être un peu plus baveux. Bah justement, même en performance, pour moi, le jeu, il n'y a pas grand-chose à redire. Dès que tu regardes un peu... Surtout qu'il faut savoir qu'il y a plein de modèles qu'ils ont récupérés, de modèles existants. Ils ont acheté. Ouais. Et ils ont réussi à rendre le tout cohérent. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas pu croire que c'était faisable, en fait. En récupérant des assets déjà faits, ils ont réussi à faire leur jeu et de faire en sorte que tout soit cohérent. Ouais. Et moi, je trouve pas qu'il y a un truc qui sort du décor et qui dit ça a rien à foutre là. L'ADA est exceptionnelle, pour le coup. Oui, mais d'un point de vue technique, il y a quand même quelques trucs qui... Bah, c'est juste pour pinailler, mais quand tu regardes d'un peu près... Tu sais, ça fait un peu comme Breath of the Wild. C'est pas le jeu le plus beau du siècle, effectivement. Ça fait un peu comme Breath of the Wild. Quand tu regardes de loin, c'est magnifique, mais dès que tu regardes un peu plus près, tu dis... C'est un peu pixelisé. Ouais. Par contre, il y a un truc, encore une fois, ça, je pense que ça peut passer la DA, c'est les animations faciales des personnages. Je crois que j'ai jamais vu des personnages aussi réels. L'acting, parce que c'est de l'acting. Oui, mais l'acting, oui, je sais, c'est de la performance capture, mais par exemple, dans je sais pas, dans Horizon ou dans God of War, il y a de la performance capture aussi. Mais genre... Ouais, c'est moins humain au niveau du visage, peut-être. Oui, voilà. Ouais, ça, je vois. Genre, par exemple, les mimiques de Gustave, au début. Oui. Putain, mais... Bah, c'est du cinéma, en fait. Hein. Mais presque. En plus, moi, je crois que c'est le premier message que je t'avais envoyé, je t'avais dit... Oui, Absolute Cinéma. Absolute Cinéma, avec la petite... le même. Oui, t'as l'impression d'être au cinéma, en fait. C'est fait exprès. Déjà, ça passe en cinémascope quand t'es en cinématique. Exactement. Avec les barres noires. Et quand t'as les trucs en noir et blanc, c'est en 4 tiers. Ouais. Et d'ailleurs, je m'en étais même pas rendu compte. C'était en revoyant les cinématiques sur YouTube avec ma femme. J'ai fait, mais... Oh putain, j'avais pas vu que ça changeait de format. Ah, t'avais pas fait gaffe. Mais en fait, j'étais tellement dans le truc que ça m'a pas choqué. Ah ouais. Moi, j'ai vu tout de suite. Bah, pourtant, c'est du bon sens. Ça se voit que le format il change. Et je te jure, j'étais tellement dans le jeu, j'avais pas vu. Genre, c'est un truc de fou. Souvent, les trucs en noir et blanc sont plus un peu intimistes. Donc, du coup, ça resserre le cadre. Donc, c'est bien. Tu sens qu'il y a une cinématographie dans le jeu, c'est vachement cool. Mais moi, vraiment, ce qui m'a mis sur le cul, c'est des animations faciales. Les animations des persos, même, sont excellentes. Dans les bastons, ouais. Oui, sauf l'exploration, où là, tu comprends pas ce qui s'est passé. Rigide. Oui, une fois qu'ils sautent, ils sautent en mode poteau. Ah oui, avec surtout, les deux bras en avant. Ils ont voulu mettre des petits challenges de plateforme exprès pour ça. Ils ont mis de la plateforme. Et vous cassez les couilles. Non, mais c'était un challenge bonus, donc c'est pas grave. Il y en a pas qu'un, hein. Pour avoir fait le 100%, t'as 2-3. Ouais, la tour. Et là, je sens que ça aussi, pareil, c'était une ref d'internet. Tu sais, le jeu là, Get It Over It, ou je sais pas quoi là. Non, c'est Only Up, à mon avis. Only Up, toi, tu penses? Moi, j'ai plus pensé, au jeu avec le mec qui est dans un chaudron avec un marteau là. Ouais, mais non, parce qu'ils l'ont fait en 3D, justement. Ils ont fait un jeu en 3D, pareil, où il fallait sauter et grimper sur des trucs qui volent. Ah, où les mecs qui sont accrochés? Non, c'est pas ça. C'est pareil, c'est un autre jeu dans le même genre. Ouais, Common Shade. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une grosse ref. J'ai pensé tout de suite à ça. Ah, mais et puis, surtout, à la fin,
c'est des mecs en slip qui dansent. Quand t'arrives tout en haut, t'es là, et la récompense, c'est le maillot de bain pour Monaco. Ah, les salopes. Et tu les vois, ils sont en train de danser. Mais surtout, tu te dis, c'est une récompense de fou, t'attends. Et là, t'as le slibard pour Monaco, t'es la même bande d'enculés. En fait, dès le premier challenge comme ça, en fait, c'est un slip que tu gagnes. C'est le maillot de bain pour Lune et pour Gustave. Oui, exact. Et en fait, quand t'arrives sur le dernier, t'as le maillot de bain Monaco. Putain, les salopes. J'ai joué un peu avec. Hein. Je veux pas mentir. Ah oui, bah, elle est obligée, t'as perdu. Après, moi, j'ai dû mourir 3 fois sur ce truc-là. Après, moi, je suis habitué aux jeux de plateforme. Ah, tomber dans la flotte, ouais. Je sais pas si t'es tombé beaucoup, toi, sur la tour, mais moi, je suis tombé 3 fois. Une ou 2 fois, mais c'était pas compliqué en soi. Non, c'était pas... C'était pas si long que ça voilà. non plus. Surtout quand tu faisais bien le truc, tu tombais sur le niveau précédent, tu tombais pas dans l'eau tout de suite, donc t'avais pas tout à recommencer. Donc en vrai, ça mais tu sens que le jeu n'a pas été conçu pour de la plateforme, et pourtant, ils en ont mis bien 4-5 fois dans le jeu, quoi. Ouais, mais quand ils en ont mis, c'était juste sauter sur des piliers, un peu comme dans Zelda, sauf que dans Zelda, tu sautes automatiquement. J'ai plus galéré dans la zone où plus tu avances et que tu débloques des statues, plus elle devient sombre. Ça te dit quelque chose? La sylph, je sais pas quoi, là. Ouais, j'ai plus galéré que la Only Up, là. Sur celle-là? Ouais, parce que je te jure qu'il y avait un passage où il fallait sauter sur des petites lamelles de bois, mais qui font genre 1 centimètre. Oui, je suis tombé 3-4 fois, je te jure que à ce moment-là, j'ai cru que j'allais fermer le jeu. Moi, je crois que t'es un rage quitter. Ah oui, là, totalement. Je suis pas un rage quitter de base, moi. Mais ouais, du coup, globalement, niveau DA, c'est impeccable. Parce que là, à la base, on parlait de la DA, on a rebondi un peu partout. Mais ouais, niveau DA, ça déboîte le cul. Dans tous les sens du terme. Il y en a qui se branlent sur plein de jeux, mais là, niveau panorama, t'en prends plein la gueule. C'est vraiment... des fois, quand t'es sur les falaises, tu te poses 30 secondes et tu regardes juste le décor. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je crois que celui qui m'a mis le plus une claque, je trouve, hein, c'était la carrière, là, dans laquelle Verso, il t'emmène pour que t'ailles enterrer Gustave. Cette carrière-là, ça m'a rappelé un peu la nécropole... Bah, t'as pas joué à Kingdom Hearts. La nécropole des Keyblade dans Kingdom Hearts, ça m'a rappelé ça, avec le gros monolithe dans le fond, qui est super menaçant, et tu vois tous les cadavres, machin, tu dis... Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à tiquer, je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de mecs cannés, c'est pas possible. C'est quoi ce délire, là? Il y a 3 fois la population de Paris, c'est quoi cette histoire? Il y a un problème, là. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à me dire, il y a un souci. Parce que c'est dans cet endroit-là que tu te bats contre le dueliste. Oui, exact. Donc, juste après cette zone. Ouais, et c'est cette zone-là qui m'a mis vraiment la première vraie claque du jeu, ça a été ce moment-là. Ça a été quand je suis arrivé dans cette zone, qu'à un moment, il y a un petit collectif à choper, et tu montes un peu en hauteur, et tu vois tous les cadavres et tous les trucs, les trucs qui sont plantés dans le sol, et tout ça. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, ça, c'est stylé, ça. Ça pète le cul avec le gros monolithe, tu le vois en fond. Ah, c'était pixel, comme on dit. Bah, surtout que le fait que chaque zone soit unique, sauf les annexes, des fois ils reprennent un petit peu l'ADR. Ouais. Mais en vrai, quand tu fais ton histoire, t'es dépaysé à chaque nouveau niveau, en fait. Ça, c'est vrai, c'était vraiment, vraiment bien pour le coup, excellente. La DA excellente. Mais mémorable surtout. Parce que tu peux avoir des bonnes DA, mais il y en a qui te marquent pas plus que ça. Ah oui, mais celle-là, je vais m'en rappeler. Celle-là, je pense à vie. Moi, je pense que celle que je vais me rappeler le plus, vraiment, c'est l'espèce de nécropole et la sylph, tu sais, où t'as tous les arbres rouges, là où t'as Fire Rage. Ouais. Cet endroit-là, il m'a je vais m'en rappeler, mais pas pour la bonne raison. Moi, je vais m'en rappeler vraiment pour les bonnes raisons. Et la tour en bois aussi. La tour où tu vas battre contre le boss secret Alicia, là. Ouais. Celle avec, en fait, tu vois que l'axon, il est géant et qu'en fait, il essaye de... Tu sais, il y a le truc métaphorique, toujours aller plus haut, machin et tout. Oui, c'est l'allégorie de Zikar. Ça, c'était stylé. Mais c'est vraiment les 2 zones qui m'ont vraiment marqué, c'était ces 2-là, quoi. C'était... en fait, c'était mémorable. Et pourtant, celles qui m'ont le plus marqué, c'est pas forcément les plus belles. Alors, c'est pas les plus impressionnantes. Non, généralement, c'est des trucs qui te rappellent quelque chose qui t'avait touché avant, ce genre de choses. Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, la nécropole qui m'a rappelé la nécropole des Keyblade, j'ai ressenti un peu cette même vibe Kingdom Hearts, avec un scénario qui est... Il y a plein d'enchevêtrements de trucs, il y a des sous-entendus, des doubles sens, des machins. Ça m'a un peu rappelé ça, donc ouais, ça c'était vachement cool. Ensuite, bon, on peut parler aussi de la musique. Bah après, il n'y a pas grand-chose à dire sur la musique, si ce n'est que c'est le banger de l'année, si ce n'est des 5-6 dernières années, parce que la musique est oufissime. En vrai, moi, le thème qui m'a le plus marqué, c'est encore une fois, c'est Une vie à t'aimer, là, le thème du boss contre Renoir, le deuxième rencontre avec Renoir. Ouais. Celle où tu te bats contre le manoir, là. Ou qu'après le manoir, il disparaît. Oui, il te défonce la gueule avec ses visages de merde, et qui te fait des pops. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait des pops, ce sale bâtard. Tu disparais.
Et c'était ce passage-là, et la musique Une vie à t'aimer, elle m'a vraiment marqué parce que c'est la façon dont ils ont fait la chanson. Donc en fait, donc la chanteuse, je crois, c'est Alice Dupont. C'est Dupont-Mercier, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. C'est pas juste Dupont? Je sais plus. Je crois que c'est juste Dupont. Mais bref, il y a la chanteuse qui chante et il y a un autre mec qui chante, mais je sais pas c'est qui. Du coup, j'ai pas été chercher plus que ça. Mais bref, fait de la guitare? Non, c'est tu sais, il y a la voix féminine et la voix masculine qui chantent en même temps. Et en fait, ils se parlent ensemble et tu comprends qu'en fait, ils parlent pas. En fait, genre c'est lâche ce pinceau qui te cette toile et l'autre il va dire Aline et l'autre il va dire Renoir. Et ça, cette chanson-là, franchement, c'est le banger du jeu pour moi. C'est la meilleure parce qu'elle raconte l'histoire. Le banger. En plus, c'est une musique qui dure 11 minutes. Ouais, du coup, effectivement, je vois pas. Enfin, je connais le nom, mais elle me dit rien. 11 minutes consécutives de banger absolu. C'est génial. Et c'est vraiment la chanson qui m'a le plus marqué et qui raconte le plus de trucs et qui est vraiment genre poignante. Une fois que t'es plus loin dans le jeu, tu commences à comprendre tout. Et cette chanson-là, franchement, pour moi, c'est la meilleure du jeu. C'est la plus intense, émotionnellement, c'est la plus intense. C'est là où tu balances tout, j'ai l'impression, dans celle-là. Avec les Après, musicalement parlant, pour moi, Alicia reste la meilleure, hein, celle du Main Time. Apparemment, celle-là, c'est la première qui a été faite. Oui, si elle a été faite. Je crois que j'avais vu l'interview de la chanteuse et qui a dit elle est arrivée juste pour passer un entretien. Ouais, et le mec lui dit en fait, tu vas me faire une musique. Genre, comment ça, pardon? Tu vas composer, vas-y, maintenant, on fait ça, on compose. Et du coup, comme elle a dit, ça lui a pris 2-3 heures. En 2-3 heures, elle a le banger du jeu, elle l'a fait en 2-3 heures, comme ça. Alicia, Une vie à t'aimer. Pour moi, Mais Une vie à t'aimer reste au-dessus parce que la dualité avec la voix de femme et la voix d'homme qui se gueule dessus, en fait, pour te dire je t'aime, mais en fait, non, mais arrête. J'ai trouvé ça trop bien. Mais voilà, donc ouais, niveau musique, c'était cool. Elles sont. Bon, il y en a certaines quand même qui sont. Encore une fois, les musiques de l'Overworld, elles ont beau être bien, mais quand tu les entends à force, ça finit par être chiant. Si tu fais pas le 100%, elles sont pas chiantes. Voilà, si tu fais pas le 100%, mais si tu restes beaucoup dans l'Overworld, tu cherches tous les petits trucs cachés comme ça, surtout quand tu fais l'erreur comme moi... De chercher les petits gestrals perdus pendant 2 heures. Ah, y a pas que ça, je te parle de commencer à explorer le monde avant d'avoir toutes les capacités d'esquier. Ah, ça j'ai pas fait. Moi j'ai fait. Ah non, justement, hors de question. C'est peut-être pour ça que toi t'as pas pété un câble là-dessus, c'est que moi je commence à en avoir marre de ça. Mais tu te rames du cul quand tu cours là, oh putain. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai plus d'heures de jeu que toi. Moi j'ai commencé à explorer déjà au début. Je voulais pas faire ça. Genre par exemple, tu sais, la première arène des gestrales, moi je l'ai fait avant d'avoir esquié, tu vois. Ouais, t'as pas dû t'amuser. Ah si, je les ai défoncés. Oh, avec Dominique au grand pied. Oui, c'est ça. C'était mort, Dominique au grand pied. Mais là-dessus, j'ai XP comme un bâtard. C'est-à-dire que j'étais over level dès le début, en fait, à cause de cette arène à la con. Je battais un mec. Si t'as exploré, c'est normal. Mais le pire, c'est qu'en plus, tu peux les rebattre à volonté. Mais du coup, en fait, tu l'as fait à la Souls, là, pour le coup. T'es parti XP, t'es revenu sur le boss et tu lui as pété la gueule. Du coup, en fait, ouais, ça, c'est un peu un truc... on va rebondir un peu sur le gameplay. C'est que, en fait, le jeu, je l'ai trouvé globalement très facile. Mais en fait, parce que le jeu te laisse trop de liberté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu galères, Vapex un peu. Ouais, c'est du bon sens, hein. Ouais, mais ça, c'est un peu un principe des RPG de base, c'est que dans un JRPG, en général, le jeu est pas dur, c'est juste que si jamais le boss il te pète la gueule, va XP, tu reviens, tu le défonces. Mais là, le problème, c'est que dès le début du jeu, genre moi, dans les 5 premières heures de jeu, je faisais déjà du 9999. Ouais, mais ça me choque pas, parce que justement, t'es bloqué à 9999, mais une fois que tu débloques le picto qui te permet de dépasser ces dégâts-là, il n'y a plus aucun équilibrage. Ouais, mais là limite, quand tu débloques ça, t'es à la fin de l'acte 2, je crois. Ouais, c'est ça. Donc moi, à la fin de l'acte 2, j'avais déjà 25 heures de jeu dans la gueule. Voilà. Mais le fait est que moi, je trouve que le jeu, en fait, est généreux dans son gameplay. C'est-à-dire qu'il te laisse beaucoup de possibilités de build, des trucs comme ça, mais le problème, c'est qu'il te les donne trop vite. Pour moi. Parce que moi, très rapidement... Que tout n'est pas viable non plus, hein. Oui, certes, mais très rapidement, tu peux péter le jeu, en fait. Et moi, dès le début, genre, je te jure, j'ai commencé à claquer tous les boss. Genre, au début, j'avais même pas encore récupéré Maël. Genre, tu sais, le boss, premier chromatique que tu rencontres, tu sais, dans l'espèce de petite caverne, et puis après, c'est une espèce de fleur, là. Ouais, le premier, c'est le lancier au tout début, où je suis mort 15 fois dessus. Hein. Ah, c'est un chromatique. Ouais, c'est un lancier chromatique. Lui, je suis mort une fois dessus. Je les défonce. Et c'est celui d'après l'espèce de fleur. C'est le premier, je suis mort 2 fois dessus. Et en fait, j'avais pas encore Maël. Et genre, j'ai commencé à éclater tous les monstres de la zone. Et en fait, le problème, c'est que quand j'ai eu Maël, elle était en retard. 15 levels de retard. Ah ouais, ça m'étonne pas. 15 Ouais. Mais ça, dans un RPG, j'ai jamais vu ça. Parce que t'aurais dû la récupérer avant et ensuite aller faire les trucs. Oui, parce que tu la récupères dans l'océan inversé, mais sauf que moi, je suis pas allé tout de suite. Moi, j'ai commencé à tout explorer d'abord.
Et moi, tu me donnes un overworld, je peux aller partout. Je me doutais qu'il y avait une couille comme ça, c'est pour ça que moi j'ai pas exploré, j'ai fait le jeu et j'ai exploré après. Non, moi j'ai exploré dès le début, et du coup, j'ai trouvé que le jeu était trop simple. Oui, le jeu reste compliqué, mais quand t'es un habitué, en vrai, ça va, c'est super facile. C'est juste à la fin que ça commence à devenir un peu abusé, mais on en reparle un petit peu après. Mais vraiment, moi, c'est le début du jeu, jusqu'à l'épilogue, j'ai absolument cheesé l'intégralité du jeu. Mais genre, vraiment, en fait, le problème, c'est que je me suis retrouvé over-level à chaque fois. Et sans aucune difficulté, c'est ça qui est fou, c'est que des fois, dans les RPG à l'ancienne, je sais pas, je pense à un Tale of, même en explorant le contenu annexe, tu te retrouvais pas over-level. Enfin, tu sais, t'avais 5 niveaux d'avance, mais pas 20. Moi, je me suis retrouvé, j'avais 20 niveaux d'avance. Et ça me paraît étonnant, parce qu'il me semble que passer un certain cap de level, à chaque fois, t'étais bloqué sur l'XP si tu fritais pas des monstres plus puissants. Bah, tu gagnais moins, mais tu gagnais quand même. Pour moi, quasiment rien. Mais le souci, c'est qu'à bout d'un moment, tu te fais jamais toucher. Donc, du coup, t'as le bonus de 20% d'XP en plus. Tout le temps, ouais. Bah, du coup, c'est à cause de ça, j'ai monté trop vite. Genre, j'étais over-level à chaque fois. Mais et comme j'ai exploré tous les moindres recoins, quand j'allais voir le conservateur après, au début, tu l'as pas, c'est une fois que t'as mal que t'as le conservateur. Ouais. Dès que j'ai eu le conservateur, j'ai maxé tous mes trucs. Dès le début. C'était trop facile, en fait. Ouais, mais parce que t'es un connard d'optimisateur. Mais j'ai même pas voulu optimiser. Bah, tu l'as fait. Donc, forcément, tu one-shot tout et tu casses le jeu. Et du coup, ouais, à cause de ça, j'ai trouvé que l'arrivée des nouveaux persos, ça arrivait trop tard. Parce que par exemple, parce que eux étaient en retard du coup quand ils sont arrivés. Non seulement ils étaient en retard, mais en plus ils sont arrivés trop tard dans le jeu. En fait, ils m'ont laissé trop de liberté. Parce que moi, quand j'ai eu Ciel, j'avais déjà 20 heures de jeu, tu sais. Ah ouais, moi je devais en avoir 4 ou 5. Mais genre, c'est abusé. Ils m'ont trop laissé de liberté dans le jeu. Et alors, avoir de la liberté dans un jeu, c'est bien. Mais là, je suis arrivé à Ciel, j'étais genre niveau 30. Et quand je l'ai eu, elle était niveau 19. Je fais ah ouais. Ouais, il aurait fallu que ça, en fonction de ce qu'a fait le joueur avant, tu sois au même level. Oui, ah ouais, non, mais là c'était abusé. Mais le problème, c'est que vraiment, ils m'ont laissé trop de liberté. Et moi, je trouve que ça pète la progression d'un jeu. Et pourtant, tous les JRPG avec des mondes continents comme ça, tu peux te balader partout où t'as envie, tant que t'es pas bloqué par des murs ou des trucs comme ça, tu peux pas traverser. En vrai, je sais pas si toi t'as joué à beaucoup de JRPG comme ça, mais je te dis, en général... J'avais fait un Tale of quand j'étais petit sur GameCube, tu vois. Genre, en général, tu peux pas aller très loin dès le début du jeu. Genre, non, t'es toujours bloqué par des chemins parce que tu peux pas traverser certaines zones. Soit parce que t'as pas la mer, soit parce qu'en fait, les persos ils vont te dire non, on peut pas aller ici pour le moment, c'est comme ça. Mais là, il y avait pas ça. Du coup, dès le début du jeu, j'ai exploré tout le continent que je pouvais explorer. Donc du coup, ça m'a pris des plombs, parce que du coup, tu cours avec tes persos. Et puis en plus, moi j'ai la maladie du je vois un ennemi, il faut que je le pète. Donc du coup, à chaque fois que je sauvegardais, il respawn, bah oui. Tu sais que ça, j'ai capté ça qu'après avoir fini le jeu, qui respawnait sur la carte. Non, tu te fous de ma gueule. Non, je savais. T'avais pas compris au début. Bah non, mais du coup, je continue à les tuer à la chaîne, c'est cool. Oh, je les ai défoncés. Et donc, du coup, à chaque fois, j'avais le bonus 20%, 20%, 20%, 20%. Et en fait, du coup, je trouve que c'est un peu un problème, c'est que ils ont voulu donner trop de liberté aux joueurs. Et ça, pour moi, c'est un petit défaut. Faut pas avoir peur d'être trop fort pour le jeu, parce que je pense pas que les développeurs aient essayé de faire un jeu dur, en fait, au final. Pourtant, faut pas avoir peur de le casser. Parce que oui, tu vas te mettre à one-shot les ennemis à un moment donné, même les boss. Il me semble qu'ils ont dit qu'ils avaient fait en sorte que certains boss soient presque impassables. Justement, le boss de fin de l'acte 2, tu ne tapes pas au-delà des 9999, tu ne pourras pas le one-shot, et lui, il va te violer le cul. Mais moi, je l'ai pété, lui. Mais oui, mais tu vas pas le one-shot, tu peux pas le one-shot. Non, je l'ai pas one-shot. Donc tu vas devoir le laisser taper. Et je l'ai battu. Ah oui, ok. Ouais, d'accord, ok. Je les défonce. Ok, oui. Et c'est là que je me suis dit, il y a un souci. Le boss, le premier Renoir, tu parles. Oui. Avec Gustave et tout. Non, ça c'est fin d'acte 1, ça. Ouais, où t'es censé te faire défoncer. Oui. Mais je l'ai éclaté, moi. Et du coup, ça m'est arrivé beaucoup de fois, ça, ce problème-là de... je suis trop en avance. Beaucoup trop. Non, justement, moi je trouvais que l'équilibrage était pas si dégueu que ça jusqu'à la fin de l'acte 2. Et là, après, tu tapes autant que tu veux. Tu tapes à des millions et des millions. Ça a été patché, je crois. Non, c'est pas patché. Tu fais un peu moins de dégâts. Et tu fais toujours des millions et des millions. Ça à bout d'un moment, c'est justement... Et de toute façon, il va enculer... Le moindre mob va one-shot toute ton équipe. Donc si tu le one-shot pas avant... Et ça, c'est un gros problème d'équilibrage. Toi, tu trouves que le gameplay, c'est un point négatif du jeu. Ah, mais c'est un gros point négatif, surtout après la fin de l'acte 2. Où tout le principe d'esquiver, de counter, d'essayer de faire des builds, il n'y a rien d'équilibré. Tu joues à un build de Vita Défense, t'as le moindre petit mob de merde que tu croises sur la carte, il va enculer toute ton équipe ou one-shot ton perso, t'es en build Vita Défense. C'est ce que j'ai fait avec Monoko, moi. Je l'ai foutu en défense, Vita Défense. Laisse-moi tanker un combo entier, en fait. Et tu peux pas. Je suis en mode Vita Défense. Je veux tanker, ne pas bouger, et tanker tout le combo.
Tu peux pas. Et tu peux pas, tu te fais one shot. C'est impossible. Ah bah oui, c'est pas équilibré, je suis désolé. En fait, moi, quand j'ai dit dans ma critique, j'ai fait une critique rapide quand j'ai parlé T'es obligé de te manger les combos. Certains, ouais. Si tu veux faire de la parade sur chaque coup, si t'as pas vu le combo au moins une fois, tu vas te le manger dans les C'est logique, parce qu'en plus, plus t'avances dans le jeu, plus les ennemis te font un peu des feintes. Parce qu'au début du jeu... Ah mais en plus, les feintes, ça m'a fait rager. Au début du jeu, t'as des timings, genre t'entends... Ça veut dire que c'est bon, c'est là qu'il faut... c'est au moment où il faut pareil. Et après, t'entends le... Mais en fait, faut attendre un peu, il y a un délai. Et là... d'ailleurs, j'ai commencé à voir des mèmes sur Internet qui en parlent. Genre, t'as un mec qui fait un mouvement, et en fait, non, et je te tape après. Là, typiquement, c'est pour ça que les gens, ils font des refs à dire, ouais, c'est comme Elden Ring. Parce que c'est pareil. T'as le boss, il lève son arme, toi t'es là, t'attends 1 ou 2 secondes, il lève son arme, tu roules, il bouge toujours pas, tu reroules, blam, il te one shot, et là, putain. C'était complètement ça. Et donc toi, du coup, pour toi, ça, c'est un point négatif. Tu devrais, quand t'es vraiment bon, même si tu connais pas le mob, tu devrais pouvoir parer tous ces coups. Genre, au réflexe. Ouais. Tu devrais, si t'es vraiment déter avec, je sais pas, 2 grammes de caféine dans le sang, tu devrais pouvoir tout parer, même si t'as jamais vu le combo. Après, parer, peut-être pas abuser. Esquiver, si tu veux. Normalement, esquiver, tu peux, si t'es pas trop mauvais. Moi, je pense que tu devrais pas crever. Tu te prends un coup, tu devrais survivre. Je suis désolé, un coup. Parce que là, laissez-moi un coup. Ouais, et c'est là, en fait, que pour moi, c'est à cause de ça que j'ai fini par arrêter le jeu. Je sais que moi, je n'irai pas faire le 100% du jeu. C'est qu'en fait, à partir d'un moment, le jeu devient presque injuste. C'est-à-dire qu'au début, pendant tout le jeu jusqu'à la fin, sans faire tout le contenu annexe, le jeu reste juste dans le sens où si tu perds, c'est de ta faute. Mais on te laisse toujours l'occasion de t'en sortir, c'est-à-dire de comprendre des trucs. Alors qu'arrivé à un certain moment, comme tu dis, t'as aucun moyen de comprendre le combo, tu vas te faire latter, tu vas devoir mourir. J'ai le droit de spoiler, je suis désolé, Simon, viens là enculé que je te bute. 5 heures j'ai mis à le battre, ce fils de 5 heures. Je refusais de le one-shot. J'ai voulu apprendre ses patterns. Ah oui, parce que toi, en fait, ouais... j'aurais pu aller faire du Stendhal pour le one-shot, c'est ce que j'ai fait pour le battre. C'est le petit détail. Je l'ai battu en le one-shotant parce que je ne pouvais pas. Ah, t'as été obligé de lui coacher? Ah, mais j'ai été obligé de le one-shot. J'ai essayé d'apprendre ses patterns pendant 5 heures, pendant quasiment une journée entière, à mourir à la chaîne. Il fait, je te jure, 26 coups en 4 ou 5 secondes. Tu dois tout parer quasi frame perfect. Et puis, le pire, c'est que si jamais tu rates un counter, enfin, tu en pares pas une, tu lui envoies rien du tout. Ah oui, parce que si jamais tu rates une parade, tu ne fais pas de counter. Eh oui. Ah oui, il y a ce système de merde ça, aussi. Ça, c'est un peu de la merde, ça. Je pense que c'est Non, pour moi, en fait, tu devrais faire un counter à partir du moment où tu pars le dernier coup. Oh, ça serait trop facile. Ah, pour moi, ce serait juste. C'est injuste. Sur 26 coups, t'en rates un, voilà. Non seulement t'as pas tout counter, mais en plus, si c'est contre Simon, t'es mort. Je suis désolé. Ouais, mais après, Simon, c'est le true last boss, donc bon, c'est une exception. Non, mais c'est injuste. Ce boss est injuste. Arrivé à un certain moment dans le jeu... Là, pour le coup, je me suis fait du mal. J'aurais dû arrêter. Voilà. Ce boss-là, j'aurais dû arrêter. Et ben moi, justement, j'ai commencé à ressentir ce problème de un petit peu trop. Tu vois, le curseur est un petit peu trop poussé. C'est quand, en fait, moi, j'étais juste à l'épilogue. Et ce que je voulais, c'était explorer le monde avant d'aller au boss final. Et j'ai battu Alicia. Et après, j'ai commencé à faire le dragon immeuble, les trucs comme ça. Et celui-là, il a commencé à me faire chier. J'ai le dragon immeuble qui bouffe tout tes PA direct. Je fais bon, là déjà... le phare. Le serpent phare. Ouais, le serpent phare. Oui, ouais. Quand il y a eu celui-là, j'ai commencé à me dire, bon... C'est le premier gros boss annexe que j'ai croisé, j'étais avec ma femme. Elle a vu le début du combat, il aspire tes PA, il se met 10 boucliers. C'est ton tour. T'as pas Maël, tu peux pas jouer. C'est ton tour, t'as le droit de frapper. Tour d'après, il aspire tous tes PA, il se remet 10 boucliers, et t'es là, mais enculé, laisse-moi jouer. Et le souci là-dedans, c'est que si jamais t'as Maël, elle est en vitesse, c'est-à-dire qu'elle joue en première, et du coup, elle a pas il a pas le temps d'avoir les PA. Il a pas encore les boucliers. Du coup, tu peux pas lui voler ses boucliers. Putain. Et du coup, mais en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé un truc, c'est que dans le jeu, on te donne énormément de trucs pour rework tes persos. Oui, mais moi, je les ai conservés comme un gros rat, en me disant que j'en aurais besoin plus tard, alors qu'en fait, j'en ai jamais eu besoin. Et ben moi, je m'en suis servi, justement. Ça, c'est typiquement un boss, il faut que toute ton équipe ait un build contre lui. Pour le niquer. Oui. Ou alors tu le one-shot. Et en fait, c'est au moment où j'ai vu que tous les marchands Gestral, ils te vendaient des trucs pour reboot ton truc. Je me suis retrouvé, j'en avais au moins 60 des reworks. Et à ce moment-là, je me suis dit,
Non, ça y est, c'est bon. Ça veut dire que alors, déjà, en fait, on va reparler du menu vite fait. Le menu, c'est une catastrophe. Tu peux pas faire. C'est pour ça que je voulais pas, d'ailleurs, Ristat. Tu peux pas faire un tri vraiment de tes pictos. Tu peux vite fait faire un tri genre santé, vitesse, défense, mes couilles ou chance de critique. Tu fais, bon, voilà. Oui, en fait, vu qu'il y en a 70, de toute façon, t'es paumé. 70, t'es gentil, il y en a plus que ça. Oui, il y a peut-être plus. Il y en a plus que ça. Oui. Il y a ça, il y a toutes tes Lumina à gérer. À la fin, j'ai vu des mecs qui étaient en New Game Plus, ils se retrouvent avec 1200 points de Lumina. Je fais, mais c'est n'importe mais quoi. je te jure que Simon, si t'as pas minimum 500 sur tout le monde, t'oublies. Mais c'est un truc de fou. et en fait, moi, au début, quand j'avais fait mes builds, moi j'ai tendance à, dans les RPG où je peux choisir où est-ce que je mets mes compétences, tous les RPG te le permettent pas. Ça, en général, si t'as des archétypes de personnages, tu peux pas vraiment les changer. Tu vois, genre par exemple, ce perso, c'est un mage, point, c'est tout. Tu vois. Après, tu spécialises peut-être dans un élément ou dans les altérations d'état plus que dans les sorts. Enfin bref, c'est des trucs juste basiques comme ça. Mais là, des RPG où tu peux vraiment choisir chaque paramètre, il y en a pas beaucoup. Tu vois, il y en a, mais donc du coup là, tu peux faire à peu près ce que tu veux. C'est ce que je reprocherais d'ailleurs à l'appellation RPG ou JRPG. C'est que le RPG, ça se définit par deux facteurs très importants. C'est les choix dans la narration. Dans le roleplay, non, je veux dire dans la définition littérale du terme, dans le roleplay, tu as les choix dans la narration et le choix dans la construction de ton personnage. Il n'y a pas vraiment de choix dans la narration sauf pour la fin. Dans les JRPG, tu as très peu de choix en général. Hein. Et dans la construction de personnage, je suis désolé, oui, effectivement, tu peux choisir tes Lumina, mais au final, tu es bloqué avec les compétences du personnage, donc soit t'en fais un tank, soit t'en fais un buffer, soit t'en fais un glass cannon. Point. Ouais. Ça t'arrête là. En fait, moi j'ai eu l'impression justement avec ces builds, c'est que tous mes persos c'était des glass cannon. En fait. Mais c'est ce que j'ai fini par faire. Parce qu'à la fin, il y a que ça qui marche. La stat de défense et de vita, elle ne sert à rien. Ah oui, totalement. Parce que de toute façon, tu vas te faire éclater. Si tu rates un coup, t'es mort. Donc au final, ta vita sert à rien. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai rework tous mes persos. J'ai mis 99 partout, sauf en vita et en défense. Ça, c'est force, chance et vitesse. Au bout d'un moment, après, je suppose que quand tu bourres un peu le jeu, tu peux mettre 99 partout, il me semble. Parce que t'es bloqué niveau 99. Donc t'as 3 stats à 99. Et la vita et la défense, tu les as. Ah non, j'avais plus que 3 stats à 99. Après, tu peux mettre un peu plus, genre 30 ou 40 dans un truc, mais... je suis pas sûr. Après, je pense qu'en New Game Plus, tu dois pouvoir tanker encore plus, mais genre, à un moment donné, j'ai fini par me rendre compte. Au début, je voulais pas refaire des reworks, parce que moi, j'ai construit mon perso pendant toute la durée, je voulais pas le changer. Et j'arrive à un moment donné, je fais, non mais là, c'est n'importe quoi, là. Moi, c'est celle qui m'a fait dire c'est n'importe quoi, c'est la danseuse. La prof de danse. Je suis pas mort sur elle, donc... moi, je suis pas mort sur elle, mais quand j'ai commencé à voir qu'elle faisait 50 000 attaques, j'ai fait OK. Bon, OK. En plus, t'es obligé de la battre avec l'une. Ouais. J'ai fait... parce que moi, l'une, elle n'était pas faite pour ça. Moi, elle était en glass cannon. Genre, tu prenais un coup, c'était fini. Ah oui, non, ok, je vois la chromatique, la blanche, la danseuse blanche. Celle qui te balance 50 trucs. Oui, et c'est celle-là, à partir de ce moment-là, dans le jeu, tu comprends que tu vas devoir parer 20 coups par tour. Voilà. Oui, elle te fait comprendre à ce moment-là, à partir de maintenant, le jeu va pas être drôle. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon bah maintenant, si je vois un boss, le but c'est de lui exploser sa gueule dès le premier tour. Avant qu'il me tue. Avant qu'il me bute. Et du coup, quand je suis arrivé, quand tu montes toute la gare, après que tu as été dans le glacier ardent, que tu montes et que tu es un espèce de géant, les résultats, je l'ai éclaté en un tour. Direct. Oui, le jeu, il t'a pas laissé le choix de construire autour de ça, en fait. Ah ouais, parce que tu mets initiative de booster de 50%, inversion. Double tour, tu peux jouer 2 fois. 9 PA dès le début. Oui, double tour. Et le but, c'est de one-shot le point. Et puis, si t'as pas de bol et que le boss il attaque avant toi, tu pries. Non, c'est pour ça, il y a un picto qui permet de jouer en premier avec toute ton équipe, tu le mets sur tous tes persos. Mais des fois, le boss, Non, justement, avec ça, tu joues en premier. C'est comme ça que j'ai battu Simon. C'est garanti. Ah oui, c'est pour ça que j'ai battu Simon. Oh, le jeu, c'est de le one-shot avant qu'il tape. Si tu l'as pas one-shot, tu relances, tu recharges ta sauvegarde. Putain. Non, mais là, c'est justement à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, là, le gameplay, là, il a complètement changé de bord. C'est-à-dire qu'au début, c'est du RPG avec des RPG dynamiques. Et plus t'avances, et plus c'est presque un jeu de chance. C'est presque ça. C'est un jeu de rythme, en vrai. C'est un jeu de rythme, sauf que les notes, elles peuvent sauter. C'est petite feinte. Ah, t'as perdu. Et puis, à ça, tu rajoutes le problème de la caméra, parce que c'est une caméra qui fait genre, waouh, cinématique, machin. Ouais. Et des fois, il y a des patterns, tu comprends pas. Le pire du pire, c'est les mobs qui font des effets visuels qui font tout ton écran. Genre, quand ils tapent le sol, ça fait de la roche qui sort du sol.
ça couvre l'image de tes persos, et le mob retape. Et le mob retape. Putain, je vois plus rien, il y a des rochers partout dans les mon premiers écran. qui font ça, je crois que c'est les stalactes, les premiers ouais, qui c'est font possible. ça. Les gros monstres de glace, là. Putain, mais... Vas-y, là c'est dans l'abus, là. Au bout d'un moment, ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc, moi, personnellement, à cause de ça, j'ai décidé de ne pas faire le 100%. Parce que moi, j'arrive à un... Bon, ça, c'est un peu personnel au bout d'un moment, j'arrive à un stade dans ma vie où j'ai plus le temps, en fait. J'ai plus le temps. Je peux plus faire ça. Quand t'as fini déjà des centaines de jeux, t'arrives à comprendre c'est quand qu'il faut arrêter. Ouais. Je l'avais ressenti sur Clair Obscur. Mais t'as quand même... J'ai continué, parce que je me suis dit que j'adore ce putain de jeu. Et j'ai continué. J'aurais dû arrêter. Franchement, j'aurais dû arrêter. Bon, alors, du coup, pour la petite histoire, toi, le problème, c'est que t'auras jamais vraiment le 100%. C'est parce que, au début de l'histoire... T'as pas parlé au PNJ avant le début de l'expédition, et du coup, t'as pas obtenu la clé. Pour être exactement, il me manquait un jeton, et je crois qu'il faut en utiliser 3. Ouais. Et en fait, il paraîtrait que normalement, si tu peux reparler à Maëlle, la recombattre et récupérer des jetons autant que tu veux. Et ça, par exemple, je le savais pas. Ah ouais. Et donc, du coup, il y avait 3 PNJ qui demandaient des jetons, j'ai parlé à tous, et après, je me suis dit, mais putain, l'Antiquité, je m'en bats les couilles de l'Antiquité. Ah ouais. Du coup, j'ai pris la coiffure et l'autre truc à la con. J'ai fait le putain de 100%, j'ai battu Simon, j'ai récupéré le dernier journal sur Simon, et là je fais, attends, il est où mon succès là? Il est où mon succès? J'apprends qu'il y a un bouquin qui est caché dans une grille qu'il faut ouvrir avec la vieille clé que tu récupères au début du jeu. Je fais, oh putain, ça pue déjà. Je relance ma New Game Plus, je récupère ma clé, je refais tout le jeu. Ouais, t'as rushé toutes les cinématiques. Jusqu'au journal qui était derrière la grille, j'ouvre la grille, je prends mon journal. Pas de succès, je dois récupérer tous les autres journaux du jeu à 100%, dont Simon, mais en New Game Plus. Simon en New Game Plus, jamais je fais, jamais. Bah, en New Game Plus, tu dois pouvoir le teaser encore plus facilement. Mais il a 10 fois plus de PV. Ah bon, c'est bon? Tu peux plus one shot. Attends, non. Ah oui, parce que en New Game Plus, même les tout premiers boss, ils ont déjà des millions de PV. Non. Si. Mais non. Alors, Simon, je le fais pas en New Game Plus. J'ai désinstallé. Hein. J'ai ramassé mon petit journal de merde derrière la grille. J'ai pas mon succès. Désinstallé. J'ai envoyé un mail au développeur. Je leur ai dit, rendez le succès. Je veux mon platine. Ah putain. Du coup, t'as pas le platiné le jeu à cause de ça. J'ai fait le 100%, mais j'ai pas le platine. Parce que j'avais pas après, le platine, c'est du bonus. C'est pas vraiment dans le jeu en tel quel. Ah ouais, mais par contre, ça m'a gavé. Hein. Ça m'a vraiment gavé. Bah, tu vois, moi, c'est pour éviter ça que j'ai décidé d'arrêter le jeu avant. En fait, il me restait 2 boss à battre, c'était Cléa et Simon. Quand je suis arrivé dans la zone de Cléa, j'ai vu que tous les monstres qu'il y avait, c'était en fait les 2 autres boss que t'avais battus dans le jeu. Mm-hmm. Genre grosse tête qui était revenue, et là j'ai fait ok, là c'est bon, c'est chiant. C'est bon. Et là, je comprends pas pourquoi les gens ils rachent contre une grosse tête, je les first try. Bah en fait. Et eux ils spamment en fait. Oui, mais est-ce que tu l'as combattu en under level toi? Bah j'ai mis 5 minutes à le tomber, mais pareil. Non, parce que moi j'ai passé. Je l'ai battu, hein. J'ai passé littéralement 40 minutes dessus. J'étais là avec ma femme, je dis non, me parle pas. Il était pouf. Je fais bon, là c'est bon, je peux le taper. Et en plus, j'avais pas encore passé la limite des 9940. Donc je l'ai réussi à le tomber comme ça. Et j'étais niveau genre 25 quand je l'ai tombé. Ah oui, mais donc t'attends qu'il se suicide en fait normalement. Mais ouais, j'ai réussi à le péter quand même. Mais en fait, j'ai abusé des maléfices de ciel en fait. T'sais, avec ces cartes là. J'ai maxé. Ouais. Je crois qu'il en était à 30, un truc comme ça. Et quand j'ai mis un coup, ça fait et je l'ai pété comme ça. Mais genre, j'ai passé presque 40 minutes dessus. Mais c'était infernal. En fait, lui, c'est un avant-goût du endgame. Ouais, en fait, ouais. Et qu'en fait, quand je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'étais niveau 80 et que les boss, peu importe ma stat de vitesse, ils tapaient avant moi, si j'avais pas le truc initiative, j'ai fait ok, bon, c'est bon, ça suffit. Tu vois. Pour moi, ça. Ah, mais t'es obligé de jouer à l'initiative. Si tu l'as pas, bah en fait, pour moi, le boss joue en premier, tu meurs en fait. Si t'as le malheur de rater un truc, en fait, tu vas passer ton temps à essayer de rattraper le fait que t'as. Ouais, mais après ils vont te dire ouais, mais en fait, faut arrêter d'essayer de parer, faut esquiver. Mais je peux pas jouer enculé, j'ai 2 PA. Mais c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, tu sais, moi j'ai mis le truc que quand t'esquives, après tu gagnes des PA. Mais t'en gagnes qu'un. Ouais, tu peux gagner qu'une fois par tour, mais tu peux en avoir plusieurs. Sauf que tes attaques qui tapent à coup de 8 ou 9 PA. Et t'es là, oui, il faut que je pare. Ah, mais moi, je veux des PA. Je jouais avec des PA, avec des attaques à PA faibles. Donc après, ça dépend du build que t'as fait. Ça... Moi, par exemple, dans ma team de base, je jouais Verso, Ciel, sur la fin Monaco. Et sinon, c'était Verso, Ciel, Maël. Ce Ciel et Monaco, pour moi, ils sont arrivés beaucoup trop tard. Et en fait, j'avais déjà fait tout mon build et du coup, je les ai quasiment pas intégrés dedans.
En fait, je faisais moi l'une, je la jouais autour de la compétence KO. Tous les éléments. Que tu balances un méga sort. Et en fait, pour moi, ça c'était le truc le plus balèze parce que ça te coûtait que 3 PA. Et en fait, j'avais mis l'arme que tu récupères chez les gestrales, que quand tu tires un tir en visée libre, ça te fait gagner un pigment. Du coup, je faisais 1, 2, 3, 4, je balançais KO. Donc du coup, ça me coûtait presque rien en PA. Et donc du coup, moi, je jouais qu'avec des trucs en bas PA. Genre même Verso, j'ai joué avec des trucs bas PA. Et le seul truc, c'était l'Omnislash, en fait, que je faisais. J'allais dire l'éviscération, mais non, je vois. C'est le truc où tu mets la fracture. Où tu dois être en S et que après tu slashes tous les ennemis. Ah, ok, oui. Moi, j'ai joué avec ce truc-là. Ouais. Et en gros, à la fin du jeu, j'étais en build full fracture. C'est-à-dire que je fracturais avec Verso dès le début, parce que moi, j'avais gardé la dualiste. Tu sais, l'arme que tu as avec le dualiste qui te permet de jouer 2 fois. En endgame, elle sert plus à rien, malheureusement. En endgame, elle sert plus à rien si t'as le picto qui te permet de jouer 2 fois. Mais moi, au début, je l'avais pas, donc du coup, voilà. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je bourrais les tirs libres, parce que j'avais foutu tout en tir libre. C'est-à-dire que c'était plus 50, plus 25% de critique. En fait, tous mes persos, ils étaient à 96% de critique. Tous. C'est-à-dire qu'à chaque coup, je faisais un coup critique. Dans le endgame, il faut faire ça de toute façon. Ouais, et donc du coup, ce que je faisais, c'était coup critique. Et en fait, à chaque fois, je gagnais des PA. En fait, genre, je tapais pendant bien 5 minutes. Et après, genre, tu sais, en fait, je visais, je faisais... Après, je rejouais, j'attaquais, je mettais la fracture, parce qu'après, je mettais mis le picto qui met la fracture quand tu attaques avec les attaques de base. Donc du coup, en faisant les tirs en visée libre, je faisais gonfler la barre de fracture. Ensuite, j'attaquais avec Verso, ça me mettait en S directement. Donc après, t'as les dégâts après, plus 100%. Et une fois qu'il est stun, j'utilisais la compétence l'Omnislash, là. Parce qu'il coûtait que 3, je crois, quand t'es en S, il coûte que 3. Donc du coup, et tu mettais des 17 millions, des machins, ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, je fais, vas-y, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi. C'est bon, ça suffit, c'est bon, j'en ai marre. En fait, à la fin... Moi, le moment où j'ai vraiment vrillé, c'était quand je suis arrivé dans la Sylph, je sais pas quoi, là. C'est le truc que tu me disais où t'es oui, avec rien. Les épéistes avec le Chevalier d'Or. Enflammé, ouais, Chevalier d'Or enflammé. Bah en fait, le Chevalier d'Or, je l'ai battu, j'ai fait c'est bon, c'est bon. Je finis le jeu, j'arrête. En fait, ça m'a dégoûté. Je suis arrivé au Chevalier d'Or, j'ai fait vas-y, stop. Stop, c'est trop, ouais, c'est trop, c'est plus mais possible. C'est le défaut du jeu, c'est son gameplay. Arriver en endgame, en fait, il y a plus de fun. Après 40 heures de jeu... Le but du jeu, c'est plus de t'amuser, en fait. C'est de subir. Tu subis. Et là, j'ai eu l'impression que c'était un genre de Dark Souls. Parce que là, le jeu devient même plus juste, il est injuste. C'est fait exprès pour t'enculer. Tu regardes même les Souls, par exemple, la plupart des grosses couilles, les pièges et tout, en fait, tu prends le temps d'observer un peu, ou même un boss, tu recules, tu peux observer. Ouais. Là, t'es au tour par tour. Tu peux pas reculer pour observer. C'est tu regardes pendant qu'il t'encule, le boss. Et le problème, c'est que t'as 2 équipes, et les 2 équipes, t'as même pas le temps de voir le combo en entier, parce que tu meurs déjà tout de suite. Donc en fait, tu vas prendre le combo, ça va faire « Oh, clair, oh, obscur ». Je peux voir la fin du combo. Non, tu respawn. Et du coup, là, à un moment donné, quand je suis allé sur le Chevalier d'Or, j'ai dû mourir 5-6 fois. Je fais, vas-y, j'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre. Et là, j'ai fait un rework de tous mes persos. J'ai mis en défense et j'ai vu que ça servait à rien. J'ai refait un rework. J'ai perdu presque 2 heures. Ouais, c'est chiant. Avec les menus qui sont dégueulasses. Enfin, non, ils sont beaux, hein. Ils sont pas dégueulasses, mais c'est pas, tu peux pas pratiquer, là, je suis désolé. Non, là, au bout d'un moment, j'ai vu que j'ai commencé à voir que le jeu avait des défauts. Alors, est-ce que ça empêche le plaisir de jeu? Je pense pas, en vrai, non. Non, en vrai, tu fais ton histoire pépouse et t'arrêtes là, en fait. Mais pour moi, ça rend le jeu quand même difficile d'accès. Parce que même quand tu vas pas en endgame, enfin, que tu fais pas tous les trucs, que les contenus annexes, bah, au bout d'un moment, les pictos, t'en as trop. Ça devient trop compliqué. Ah, c'est brouillon, ouais, c'est brouillon. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, c'est bien d'en avoir beaucoup, mais ils auraient dû mettre un système soit pour les vendre, soit pour les trier, tu vois. Mais là, tu peux pas, en fait. Moi, j'avais mis en favori, justement, ce qui permettait de jouer en glass cannon, et j'ai mis ça sur tout le monde. Oui, effectivement, la variété de build, elle est pas là. Tu joues de la même façon, le but, c'est de one-shot avant de se faire one-shot. Bah, à la fin, ouais. Et pourtant, moi, j'avais fait l'effort de vraiment faire chaque personnage, de le construire particulièrement. Tu vois, par exemple, l'une, toi, tu la jouais pas dans ta team? Non. Moi, je jouais l'une, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tous les persos sont viables. Sauf Monoko. Monaco, c'est dur. Hein. Monaco, le problème, c'est que, et encore une fois, c'est Monoko qui m'a fait réaliser que le perso, ils arrivaient trop tard. C'est que Monoko, si tu veux gagner ses capacités, faut que tu ailles battre les monstres. Avec lui en actif. Ouais. S'il est juste dans la team, ça marche pas. Faut qu'il soit dans le combat. Et si jamais il meurt, bah t'as pas le truc. Si c'est l'équipe secondaire qui gagne et qu'il est pas là, dans ton cul. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai eu Monoko, je me suis dit, bon, allez, je vais me retaper le truc, je vais aller depuis la première zone.
Et enfin, j'ai vu qu'il y avait... Il y a quoi? Il y en a 50? J'ai fait... Il y en a 50? J'ai fait... Un peu moins, 35 ou 40. J'ai fait, non, c'est bon, ça suffit. Stop. Est-ce qu'en fait, mais tu peux toutes les récupérer en faisant la tour infinie. Mais ça, je l'ai pas fait. Il en manque 3 ou 4, je crois. Mais ça, je l'ai pas fait, la tour, justement. Ah, mais c'est pour ça, moi, je voulais mon succès, je suis parti à la tour, j'ai refait toute la tour avec Monoko dans mon équipe, juste pour avoir les compétences, et je me casse. Hein. J'allais pas farmer chaque petit mob du jeu pour avoir... moi, j'ai commencé à le faire. Et c'est quand j'ai atteint la moitié du tableau, j'ai fait non, c'est bon. Ouais, ça me marre. Ouais, non, parce que, en fait, au bout d'un moment, les compétences que j'obtenais, je m'en servais même pas. C'était nul. Mais le perso est pas bon. Hein. Bah, en fait, Monoko, si, il est bien, mais en fait, il est bien pour du mob. Il est pas bien pour les boss, il est bien pour les mobs. Parce qu'il a beaucoup d'attaques qui attaquent tous les trois ennemis en même temps. Et ça, c'est pratique. Il y a aucun moment dans le jeu où t'as intérêt à aller taper du mob, en fait. Le seul moment où je l'ai fait, c'était pour passer mon 99 pour avoir mon succès. Je suis parti voir le dernier marchand du jeu et je l'ai affronté à la chaîne. Ouais, mais tu peux l'affronter quand 1v1. Ouais. Attends quoi? T'as fait 1v1 à chaque fois? Ouais, il est avec 2 ennemis rouges dans l'esquisse de Renoir, tu one-shot tout. Et j'ai passé mon 99 comme ça. Putain, mais... Il y a aucun intérêt à farmer les mobs. Ça sert à rien. Non, mais c'est pour l'exploration. Tu sais, quand t'arrives dans une nouvelle zone et que moi j'allais tous les pour le plaisir de taper des mobs, quoi. Mais non, moi c'était pour que l'exploration. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, dans les RPG, quand tu bâches du mob, t'as ta strat, au bout d'un moment, tu veux les expédier le plus vite possible. Et en fait, moi je faisais en sorte que mon équipe soit faite pour bâcher les mobs tout de suite. Genre que quand il y en a 4 en même temps, bah, je peux les péter les 4 en même temps, qu'ils aient pas le temps de jouer en fait. C'est souvent quand t'as plusieurs mobs, tu t'en attaques un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et moi je faisais en sorte que tous se fassent dégommer en même temps. Et donc Monoko, pour moi, avait son importance ici. Parce que c'était là qu'il faisait genre son truc. Moi, le truc que j'utilisais le plus, c'était l'espèce de nécromancien. Là, où il se plante tout seul et après il éclate tout le monde. Cette compétence est beaucoup trop balèze. Dès que t'as le masque bestial, c'est n'importe quoi. Ça met des dégâts de fracture de taré, plus ça explose tout le monde. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu Monoko avec une arme qui lui met le masque bestial dès le début. Et tu sacrifies 90% de tes PV pour éclater tout le monde. Et je faisais ça en fait. Donc Monoko, il avait un intérêt, mais le problème, c'est que, arrivé à un moment, contre les boss de endgame, il sert plus à rien. Il tape plus assez. Enfin, à la limite, la meilleure pour moi, le truc contre les gros boss, c'était la transformation en stalacte, où il met des patates, et que là, c'est une patate, c'est presque les 2/3 d'une jauge de fracture qui part. Oh là, ouais, c'est un peu abusé. Mais le problème, c'est qu'il est tellement long à jouer. Même avec la stat de vitesse au max, il est lent. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont créé un gameplay avec la roue qui tourne en fonction de chaque tour, mais le but, c'est que ton combat dure pas, en fait, les gars. Les développeurs, ils ont pas compris ça, c'est qu'ils ont tourné leur jeu pour que les combats ne durent pas, en fait. Et du coup, la mécanique de Monoko, ça sert à rien. Ah bah non. En fait, tu te fais que choisir une arme qui va faire que tu vas être directement dans le bon truc. La compétence que tu veux utiliser en début de combat pour one-shot tout le monde. Ouais, c'est ça. Ils se sont cassés le cul à faire un gameplay dynamique au tour par tour, mais t'as pas envie d'y jouer à leur tour par tour. À la fin, ouais, tu t'amuses pas, en fait. Tu veux plus. Pour moi, c'est le défaut majeur du jeu, c'est son gameplay. Il est très bon pendant l'histoire, en fait, et dès que t'es en endgame, tu t'arrêtes. Ouais, voilà, moi ça m'a fait arrêter le jeu, et c'est pour moi, je vais pas dire que c'est un défaut, mais je vais dire que les développeurs, ils ont tourné le curseur un petit peu trop loin. Parce que je pense pas que c'était leur vision de leur gameplay. Ils voulaient pas que ce soit aussi désagréable au final. Ils voulaient que ce soit exigeant, ouais, d'accord, mais pas au point de te dégoûter. Je sais pas, parce que de ce que j'ai vu, après il faudrait que je retrouve la source, il me semble qu'ils avaient dit qu'ils avaient conçu des boss pour qu'ils soient impassables. Genre ça fait exprès pour te péter les dents dessus. Genre que limite tu sois obligé de faire un New Game Plus pour le péter, tu vois. Mais non, parce qu'en New Game Plus, il serait plus dur. C'est un peu con, du coup. Ouais. Bon, du coup, là, on a fait à peu près le tour de tout le jeu, je crois. On a juste pas trop parlé de l'histoire en soi, parce qu'on a dit qu'on était en partie spoil, mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt de revenir sur cette histoire ? Éventuellement, si tu veux parler de la vision des développeurs. Ouais, moi j'ai envie d'un peu explorer un peu l'histoire, parce que je trouve que les thèmes abordés le sont de manière très très pertinente. Là où par exemple on pourrait s'attendre sur un jeu d'aujourd'hui, c'est souvent avec le wokisme et toutes ces conneries de merde. En fait, ils abordent des sujets avec une justesse. Déjà, rien que le début, en fait, avec Gustave et Sophie, avec toute la problématique autour du fait de faire des enfants et tout ce qui va avec, et qu'en fait t'apprends que, par exemple, il y a une des meufs à qui tu parles, je sais pas si t'as parlé à tout le monde au début, dans Lumière. Ça dépend de qui tu parles. Moi, j'ai cherché absolument tous les PNJ à qui je pouvais parler. Et par exemple, à un moment donné, il y en a un qui m'a marqué, c'était un mec qui était sur un comptoir de bar, juste avant que l'expédition parte. En fait, le mec est complètement beurré,
Parce qu'en fait, c'est le jour, genre l'année suivante, il a perdu sa femme et que lui, il va bientôt crever, qu'en fait, il a une fille qui a 4 ans et qu'il sait pas que c'est l'affaire. Ouais, mais toi, Gustave, machin et tout, il met à moitié à lui gueuler dessus. Et en fait, tu sais, t'as l'impression que Gustave, il lui met une patate et en fait, tu fais non, je te comprends, mon ami, machin, tu vois. Genre, et sur tout ça, c'est de la justesse incroyable. Et puis, ce qui m'a vraiment marqué, moi. Bah, c'est des sujets bien plus importants de ce qu'on parle aujourd'hui, en fait. C'est des. Ouais. C'est quoi être humain? C'est quoi partager ses valeurs? Et faire des enfants, surtout. Oui, faire des enfants. Enfin, c'est quoi perdurer, mourir, vivre? Et ils sont pas lourds. Ouais. Ils t'imposent pas le sujet. Ils sont pas trop délicatement. Avec pertinence. Pertinence, ouais, je pense que c'est le terme. Même si, malheureusement, je trouve qu'à cause de la fin du jeu, ça perd un peu toute sa... En fait, tous les thèmes qu'on aborde au début, avant la mort de Gustave, ils sont hyper importants, mais en fait, ils sont limite tous balayés à l'acte 2. Et ça, c'est un peu un problème. C'est un défaut que des gens trouvaient que c'était un défaut. Moi, je trouve pas. C'est que la gravité des expéditions, en fait, n'est pas si grave que ça. Les morts ne sont pas morts, ils n'existent pas. Bah oui, mais du coup, ça... Mais moi, je considère pas que c'est la vision des développeurs. C'est justement, ils sont morts. Même s'ils n'existent pas, techniquement, ils ont existé pour ceux qui sont peints. Ouais. Mais du coup, c'est... Donc effectivement, tout le monde se dit « Ouais, mais en fait, c'est une peinture, c'est un monde fictif. » Oui, mais justement, c'est ça la vision des développeurs. C'est fictif, oui, mais c'est quoi être fictif? Bah, c'est là, justement, que je sais pas où est-ce qu'ils ont voulu nous emmener, vraiment. C'est ça que j'ai pas trop compris. Tu dis que la fin de Maël, c'est la mauvaise fin. Moi aussi, je considère que c'est la mauvaise fin, parce que en tant qu'adulte, tu dois te réveiller, te mettre des claques, et te dire « Bon, allez, à un moment donné, tu te sors les doigts, mon gars. » Et c'est ce que veut faire Renoir. Il dit à sa fille, bon, bah, tu prends en main un peu, là. Bah, du coup, moi, je sais pas si t'as vu à quoi ressemblait la bonne fin. Non, du coup, je l'ai pas vu. Bah, du coup, je te dis rapidement, en fait, c'est, du coup, Verso, il arrive avec la Maël, et en fait, il finit par l'effacer. Genre, il arrive à la buter, et genre, elle disparaît, tu vois. Elle part en... Pouf. Oui, elle sort du tableau, du coup. Elle sort du tableau de force. Et en fait, après, Verso, il rencontre les restes de Verso. En fait. Il restait vraiment un fragment de Verso, en fait. Oui, donc, en fait, la peintresse, c'était pas totalement taré. Il était vraiment là. Elle est pas tarée. Elle s'accroche à ce bout d'âme de son Mais du coup, il était vraiment là. Et en fait, t'apprends que si le tableau continue de vivre, c'est parce qu'en fait, il continue à peindre indéfiniment. Et c'est pour ça qu'ils ont envie. Et en fait, Verso, il dit, bah c'est bon, ça suffit maintenant, tu vois. Genre, on arrête là. Et du coup, t'as le petit Verso qui arrête, qui donne la main, et puis ils s'en vont. Et en fait, ça détruit le tableau. Et à la fin, du coup, t'as la dernière scène, c'est Renoir, Aline qui arrive à se retrouver face à la tombe de leur gamin. Et t'as Cléa qui finit, qui a toujours la haine. Tu sais pas trop pourquoi la haine, ça c'est un peu un truc qui est pas très exploré. Oui, parce que y a des terroristes qui ont essayé de buter sa famille. Oui, mais littéralement c'est ça. C'est les écrivains qui ont tué Verso. Y a pas de contexte. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as les connards d'en face qui ont essayé de buter ta famille. Bah oui, forcément, voilà. T'as un peu la haine. T'as tout le monde en train de chialer dans sa famille. Elle est là, mais vous faites quoi, bande de connards? C'est la guerre là, quoi. Et du coup, Alicia, donc Maël Alicia, à la fin, elle finit par réussir à faire le deuil de son frère. Et du coup, tu la vois sur la scène finale où elle a la peluche de Esquier et qu'elle est en train de faire son deuil de truc. Et à la fin, elle sourit. C'est bon, c'est fini. Et la dernière scène, tu vois tous les persos de la peinture qui disparaissent en disant au revoir à Maël. En gros. Ouais, mais ça, c'est la fin de Maël, c'est aussi la bonne fin. Il n'y a aucune raison de détruire le tableau et de tuer tout le monde, en fait. Ouais, mais toi, du coup, dans la mauvaise fin... Moi j'estime qu'ils sont vivants dans le tableau. Oui, mais du coup, dans la mauvaise fin, Maël se laisse crever dans le tableau, en fait. Non. Enfin, c'est pas dit Alicia se laisse crever dans le tableau. C'est pas dit explicitement. La vraie cinématique de fin, c'est Verso, il veut crever, mais sauf qu'elle veut pas qu'il crève, alors que c'est pas son frère, déjà. Hein. C'est un autre Verso. Oui, c'est un autre version. Par la peintresse. Lui, il veut mourir. Et du coup, le compromis, c'est du coup, je t'autorise à vieillir. Tu vas pouvoir mourir. Ouais. Mais à la toute fin, il est en train de jouer, il est vieux, il joue à l'opéra. Comme il avait promis dans le truc. Et elle, tu la vois utiliser son pouvoir de peintresse. Donc, sous-entendu, elle le laissera pas crever, en fait. Mais tu sais pas, parce qu'il te le montre pas. Mais du coup, est-ce qu'elle reste enfermée c'est ce que j'avais plus ou moins compris, parce que j'ai un peu regardé... j'ai pas regardé la cinématique, j'ai lu des résumés. Elle reste enfermée dans le truc, en fait. Non, c'est pas explicitement dit. Elle peut le quitter, elle peut revenir. Mais est-ce qu'elle l'a fait? Bah, tu sais pas. Mais techniquement, oui, elle pourrait quitter et revenir quand elle veut. Parce que le problème, c'est que Renoir, lui, il lui dit oui, mais tu le feras pas. Je te connais, tu le feras pas. Et du coup, est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle le fait pas? C'est ça, en gros, c'est sa gamine, c'est une héroïnomane en train de se défoncer dans le canapé, et là t'es là, bon bah t'arrêtes, parce que si t'arrêtes pas maintenant, t'arrêteras jamais, quoi. Hein, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est ça, parce que la Aline, en fait, tu comprends qu'ils sont pas si vieux que ça, mais par contre, ils ont les cheveux gris de ouf. Genre, on dirait qu'ils s'est resté dans le tableau, ça leur a puisé leur énergie vitale, et même Maël, à la fin... C'est un sujet qui revient régulièrement dans la fantasy, c'est faire de la magie, ça t'épuise.
Parce que du coup, ouais, si Maëlle, tu restes dans le tableau, tu peux pas récupérer ton énergie vitale, donc à terme, tu meurs. Parce que Maëlle, elle est jeune, elle a genre 15-16 ans, et en fait, quand elle sort du tableau, Alicia, du coup, bah, elle a les cheveux gris. Dans la fin, parce que je sais pas si dans la mauvaise fin, tu la vois quand même sortir. Elle reste à l'intérieur. Dans la fin verso, elle reste, enfin, elle sort du tableau, et en fait, quand elle sort, elle a les cheveux gris. Alors que mais elle a pas déjà les cheveux blancs? Non, au début, tu sais, la première fois que tu vois le flashback où elle se réveille, tu sais, au moment où Verso, tu sais, à la fin de l'acte 2, où tout le monde disparaît, même à elle, après elle se réveille et tu joues pendant un petit moment, tu joues Alicia dans le truc et qui veut retourner dans le tableau. Ouais. Et t'as Cléa, elle lui dit ouais, t'es qu'une droguée. Ouais. Bah tu sais, à ce moment-là, elle est rousse. Et en fait, quand à la fin du jeu, pour moi, elle avait déjà les cheveux blancs, j'avais pas tilté. Et en fait, quand elle ressort du tableau à la fin, elle a les cheveux gris. Donc oui, donc c'est possible que ce soit lié au tableau, oui. Donc elle se laisse crever, en fait, quand elle reste dans le tableau. Genre, Renoir, il arrête pas de leur dire, mais en fait... Mais parce que déjà, elle a vécu toute une vie dans le tableau aussi, donc ça doit faire longtemps, même s'ils te disent pas il y a quelle proportion. Ça se trouve, c'est 1 heure, ça fait des années dans le tableau, et c'est pas dit, en fait. Et ça, du coup, ça c'est un peu un problème, c'est qu'on sait, parce que dans l'expédition, on sait que c'était il y a 67 ans que la fracture a eu lieu, je sais pas quoi. Déjà, tu te dis, du coup, c'était quoi la fracture? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, en fait? Tu sais pas? Bah si, c'était le monde imaginé par le Verseau vivant, qui a fini par se péter parce qu'ils étaient parce que les deux parents sont arrivés, on a fait on va tout exploser, c'est la bombe atomique quoi. On va tout péter les gars. La mère elle a dit non et l'autre il a dit voilà, oui. C'est ça. Ouais. Et du coup c'était tout ce truc là autour du. Au final, moi je pensais qu'au début c'était une histoire qui parlait de la vie, de fait de vivre vieux, de faire des enfants, de vivre heureux, de machin, les trucs. Et en fait à la fin ça change en fait c'est une mère qui a perdu son gosse. Qu'en fait, il est mort en protégeant la sœur est devenue estropiée. L'intro, c'est l'intro de l'histoire. Hein. C'est comment on gère le deuil. Ouais. Pour moi, tout le jeu, c'est ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Ça se base sur le deuil. Mais malgré tout, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est la disparition de Gustave. Parce que du coup, elle perd son sens. C'est pour ça que moi, je voulais la fin de Maëlle. C'est que je me suis dit, mais pourquoi tu ramènes les deux connasses, là? Et pas Gustave. Mais grosse connasse, moi, j'attends pas un rêve. Hein. Moi, j'aimais bien Gustave. Ramène-le, connasse. Et moi, c'est ce que j'attendais aussi. C'est une peintresse, elle ramène Gustave. Non, elle ramène pas Gustave. Et ce que j'ai compris, c'est dans la fin qu'elle ramène c'est plutôt, vu qu'il est mort par Renoir pendant une expédition et pas à Lumière, sa chroma n'est plus reconstructible, en gros. C'est ce que j'ai compris. Hein, mais à la fin, elle le ramène quand même. Oui, c'est pour ça. Même à la cinématique de fin, elle le ramène quand même. Elle était là. Mais du coup, elle ramène Sophie aussi ou elle ramène que Gustave? Et Sophie. Écoute, c'est là que j'ai pas compris. Mais non, mais c'est pour ça, pour moi, c'est la bonne fin, mais elle accepte ou pas de partir du tableau, en fait. Et ça, c'est pas dit. Mais du coup, elle accepte pas le deuil. Parce que c'est juste que ça prend plus de temps. Mais non, parce qu'elle l'autorise à vieillir et à mourir, du coup. Oui, donc elle lui donne une vie, en quelque sorte, mais alors que Verseau, lui, voulait déjà crever. Elle lui donne une date de péremption, en me disant, moi, je suis pas prêt à faire mon deuil, j'ai besoin de toi, même si t'es pas mon frère. Tu restes une version de lui. Et quand tu vas mourir, j'accepterai de passer à autre chose. Bah ouais, mais bon, sauf qu'elle vu que tu le vois pas vraiment qu'elle quitte le tableau, donc c'est sous-entendu, tu sais pas trop, peut-être qu'elle va rester dedans. Parce que après, moi, même qu'elle le refait revivre. Je me dis, c'est que si tout le monde est au courant à la fin que c'est une peintresse, qu'à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui est... Genre, c'est Jésus. Ouais, mais non, mais t'es pote avec Jésus. Admettons, elle pète un câble, elle peut effacer les gens. T'es pote avec Jésus. C'est même pas Jésus, là, c'est Dieu directement. Elle peut t'effacer de la réalité. Genre, tu sais, je vis dans un monde... Et genre, si jamais tu la contraries, elle peut te dire pouf. Ou alors, il y a que Verseau qui le sait. Peut-être. Mais non, parce que Lune et Ciel, ils sont courants. Ah non, mais peut-être qu'elle modifie leur mémoire. Tu vois juste dans la cinématique que tout le monde est heureux, sauf Verseau. Ah ouais? Et oui, tu le vois vieux, mais tu vois qu'il... Parce que moi, après, c'est un peu ce qui m'a un peu fait bizarre dans la fin, c'est que je me dis, tiens, pourquoi, en fait, ils ont détruit le tableau? Parce que, du coup, c'était un truc égoïste de Verseau de pouvoir détruire le tableau et disparaître une bonne fois. Parce qu'il aurait pu le laisser, le truc. C'est pour ça que je regrette pas d'avoir fait le 100%. Le fait que Maëlle, c'est une putain d'égoïste, et ça, c'est pour ça que la fin de Maëlle est la mauvaise fin. C'est qu'elle supprime toute sa famille au Verseau peint. Sauf lui. Elle considère que c'est son frère, alors que c'est pas son frère. Parce que du coup, à un moment donné, il y a un dialogue, il dit, c'est le dernier membre de ma famille qui me reste, pourquoi tu l'as effacé quand tu butes Alicia? Justement, elle fait dépop Alicia, et t'es allé à Verseau, mais t'es une énorme salope, en fait. Pourquoi t'as fait ça? T'avais aucune raison de le faire. Ouais. Donc, elle était malheureuse, tu lui fais oublier tous ses souvenirs malheureux.
T'es Dieu incarné. Dans mon monde, t'es Dieu incarné. Ce qu'il lui dit dans le dialogue, oui, j'aurais pu la convaincre de... Ouais, j'aurais pu la convaincre, et surtout, tu m'as pas laissé le temps de lui dire au revoir. Mais déjà, oui. Mais c'est... Connasse. Ah oui. Grosse connasse. Et moi, ça, j'ai fait ça après avoir fini le jeu, et j'arrive, je suis là, mais... Ah oui, mais Maël, c'est une pute. C'est une grosse connasse. Ouais. Le vrai goat de l'histoire, c'était Renoir depuis le début. Ah oui, totalement. En fait, moi, ce que je vois l'histoire, c'est... Il y a un deuil. Alors, la gamine, elle se sent coupable parce que c'est en voulant la sauver que Verso est mort. La mère, elle a perdu son fils, et en fait, c'était son préféré, et du coup, elle a négligé ses autres gosses. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est comme si les autres étaient devenus des junkies. Et Renoir, ils essayent de les sortir de là. Bah, c'est que chaque personne vit son deuil d'une manière différente, qui est plus ou moins humaine. La Cléa, par exemple, le fait de partir en guerre... le fait de partir en guerre, c'est une forme du deuil. La haine, ouais. Et Renoir, lui, c'est le seul qui est là, mon deuil, en fait, j'en ai un peu rien à foutre, parce que vous êtes toujours en vie, et plus lui, quoi. Déjà, avant de faire mon deuil, ce serait bien que vous restiez en vie, bande de connards. C'est le daron qui prend les choses en main, quoi. Ouais, c'est ça, faut faire quelque chose, quoi. Et c'est moi, du coup, toi, t'es pas encore père, donc t'as pas forcément ces trucs, mais genre, en tant que père, je me suis dit, si jamais je perds un de mes enfants, et que ma femme, elle part en couille, alors qu'il faut pas oublier qu'on en a d'autres, tu vois, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait comme Renoir, j'aurais fait pareil que lui, je fais bon, ça suffit maintenant, vous arrêtez vos conneries, genre il faut se ressaisir. Et c'est pour ça que pour moi la fin Verso c'est la bonne fin. Mais évidemment que c'est la bonne fin en tant qu'être humain, mais dans un monde imaginaire, il n'y aurait aucune raison d'être le tableau. Bah oui, mais le problème c'est que c'est un peu comme... C'est tous des putains de junkies, ouais, c'est ça. Voilà, c'est tous des putains de junkies. Ce serait un peu comme l'alcool. L'alcool, c'est bon, de temps en temps, ça va. Mais quand tu fais que ça, bah il faut arrêter, en fait. Non, mais voilà, c'est faut mettre un terme. Imagine, tu serais capable d'être un dieu dans un monde imaginaire que tu te crées. Bah tu finirais par rester dedans. Évidemment, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton imagination. Pourquoi tu n'aurais pas envie de rester dans ton imaginaire? Mais le problème, c'est que... Physiquement, tu meurs. Et voilà. Sauf qu'en tant que père... Je sais pas, pour moi, c'est du bon sens quand t'as perdu tout espoir et qu'on te propose un monde imaginaire de fantasy et que tu peux mourir en restant dedans, mais je pense que j'accepte. C'est un peu comme Matrix. C'est ça. Puis le rouge, puis le bleu, du coup. Je sais plus comment il s'appelle, le méchant dealer dans Matrix, justement, qui dit des insultes en français. Je sais plus comment il s'appelle. Le mandarin. Ouais, je vois. Le mandarin. Il a tout compris. Quoi, tu veux que je vive dans un monde dévasté, en guerre contre les machines, ou les machines, elles me proposent ma meilleure vie dans un monde imaginaire? Et je crèverai là-dedans. Tous les jours, j'accepte. Hein. Bah justement, moi, est-ce que j'accepterais que faut savoir que dans Matrix, ils sont tous dedans, mais là, ils sont pas tous dedans. Il y en a un qui essaie de les faire sortir. C'est que moi, en tant que père, j'ai envie de voir ma fille grandir. Et elle est en train de se tuer, il faut que je la laisse faire. Je peux pas la laisser faire. Elle est handicapée à vie, elle peut plus parler. Elle est dévisagée. Mais ça veut pas dire que sa vie sera malheureuse, forcément. Elle est malheureuse, elle est dépressive, profondément dépressive, comme sa femme. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'acceptes pas qu'elle se laisse mourir dans un monde qui la rende heureuse? Et c'est ça aussi la question. Bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que la fin est... C'est comme la question de l'euthanasie. Les gens profondément malheureux, qui veulent se laisser mourir, handicapés, qui veulent se laisser mourir. Imagine, tu lui laisses une chance de vivre une nouvelle vie dans un monde imaginaire avant de mourir. Non, mais du coup, c'est pas pourquoi tu ne lui donnerais pas, en fait? Bah, du coup, c'est un peu factice. Donc, tu vois, du coup, ça pose mais un problème. Factice. Pour le coup, c'est factice. Parce que toi, en tant que père qui va vivre dans le monde réel, tu vois ta fille qui est là, en convulsée sur son truc. Mais tu fais quoi? Ça se pisse dessus, t'es là, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai... Pourquoi je la laisse mourir, toi? C'est la question philosophique du jeu, en fait. Mais tout le monde était là. En fait, c'est ça. J'imagine que la plupart des gens qui ont été déçus par l'histoire, ils s'attendaient à avoir une histoire ultra épique de gens qui veulent survivre à tout prix. Et ils se rendent compte que non, en fait, ça parle de l'histoire banale de gens qui ont d'une famille en deuil. Particulièrement d'une mère et d'une sœur qui ont du mal à... Sur le père, lui, tu sens que c'est lui qui arrive à gérer tout. En fait, j'ai l'impression que c'est... Le père, il est entouré de femmes, ça va faire un peu misogyne, mais elles sont toutes hystériques. L'autre, elle est full détruire, il faut détruire tout le monde, Cléa. L'autre, elle est j'abandonne la vie. Et l'autre, elle est là, non, mais ils peuvent encore exister. Pas tant que ça, parce que quand t'as fait les catanex avec Cléa, tu te rends compte qu'elle n'était pas non plus ravagée. Non, parce qu'elle est sortie du tableau très vite. Elle était capable d'avoir de l'humour, d'empathie. Mais ça l'empêche pas, par contre, d'être... Elle a envie de dégoler. Elle a toujours de la haine. Voilà. Mais ça l'empêche pas d'être humaine. C'est pas une machine de guerre. Oui, mais c'est pareil pour les autres. Elles sont humaines, mais elles sont bouffées par leurs obsessions. Alors que Renoir, dans le tout, c'est le mec le plus sensé. C'est un peu patriarcal. Moi, je dis c'est un peu patriarcal.
C'est le seul qui a Non, qui parce est encore censé. il est incapable aussi de... Parce qu'il dit je te comprends. Il est trop radical. Non, tu comprends que dalle, c'est que toi, tu sais ce que tu dois faire pour faire survivre ta famille. Tu es terre à terre 100%. Mais du coup, il est incapable d'empathie, en fait. Bah si, parce qu'à la fin, justement, quand tu choisis la fin verso, il se dit, bah fais ton choix. Et je sais pas si dans les deux fins, il dit la même chose. Genre, il fait, fais ton choix. Fais ton choix. Dans la fin de Maël, il lui dit, c'est hors de question que tu restes, j'aimerais bien que tu puisses, mais c'est pas comme ça que ça va se faire. Du coup, tu lui défonces la gueule. Et après, il dit, bon, j'aimerais bien que tu partes, mais je sais que tu le feras pas. Et il se casse. Et du coup, c'est ça que je me dis, c'est que au final, s'ils avaient laissé le tableau, qu'est-ce qui aurait garanti à Renoir le fait que sa fille soit raisonnable et qu'elle sorte quand il faut sortir? Il aurait pas fallu détruire le tableau, il aurait fallu détruire Verso. Ouais, mais elle aurait pu le recréer à n'importe quel moment, exactement comme ce qu'Aline a fait, en fait. Mais du coup, ça aurait pu... c'est ça le problème. Elle pourrait le refaire dans son tableau réel, même si le tableau était détruit, tu vois. Et puis surtout, moi, il y a un truc qui m'a surtout frappé, c'est le côté, c'est qu'à un moment, c'est vers la fin où Renoir dit « Oui, mais des mondes, on en a créé des centaines !» Alors, c'est pourquoi celui-là, principalement? En fait, c'est juste parce que Verso est encore là. Et c'est pour ça que Renoir, il veut détruire ce truc, parce que c'est le seul tableau de Verso. Et si tu veux recréer un autre monde dans lequel tu te sentiras mieux, vas-y. T'es une peintresse, t'as le pouvoir de créer ce que tu veux. Et elle reste accrochée à ce truc qu'elle n'a pas créé elle-même. Je pense que la petite différence, c'est que du coup, le bout d'âme de Verso, ils ont réussi à le retransmettre dans le Verso du monde peint, qui fait qu'il est un peu plus comme le vrai Verso. Que s'ils essayaient... Imagine t'essayer de reproduire juste au visuel dans ta tête le visage de quelqu'un que t'aimes bien, mais que t'as pas vu depuis des années, tu serais incapable de le faire précisément. Et que en fait, ce tableau, vu que c'est Verso qui l'a créé, c'est comme un vrai Verso, en fait. Et le problème, c'est que pendant toute l'histoire, on te fait comprendre qu'il voulait pas le peindre, ce tableau. Mais en fait, le truc, le gamin, il a créé une masterpiece. Mais en fait, il voulait pas la créer, il voulait faire de la musique. Tout le truc, c'est... Mais ouais, mais je pense ça, je trouve que le fait que la musique soit un banger absolu dans le jeu, c'est encore plus cool. C'est encore plus percutant. Le vrai héros, en fait, son truc, c'était la musique. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est que la musique, le thème principal du jeu, c'est un thème qui a été composé par Verso, en fait, du coup, dans l'histoire. Et ça, c'est encore plus cool. Ouais. Ça rend le truc encore plus... J'ai trouvé ça vraiment génial. Après, bon, au final... C'est moi ce que je trouve dommage dans cette construction, c'est que vraiment quasiment tous les thèmes abordés dans le premier acte sont foutus à la poubelle en fait. C'est la remarque que les gens disaient en disant oui mais moi l'histoire je m'attendais à un truc épique. Mais... Bah moi je m'attendais pas à de l'épique parce que dès la fin de l'acte 1 tu comprends que c'est un truc qui parle d'une famille en fait, qui c'est pas du tout un truc épique. Oui mais moi ça n'enlève rien au drame qui arrive aux gens de lumière. Bah pour moi ça a un peu retiré justement. Bah non. Moi, je trouve pas. C'est un monde fictif, oui, mais ils ont des sentiments comme les autres. Ouais, mais du coup, c'est pour moi... Ils sont peints comme si c'était des vrais êtres humains. C'est un peu comme un livre. Tu sais, tu te sens mal. Genre, admettons, je sais pas, tu lis Berserk, t'as les clips de Berserk, tu te sens triste parce que tout le monde est mort, mais au final, c'était qu'une histoire. C'est pas grave. Oui, mais mets-toi à la place des gens qui ont vécu cette histoire. Mais oui, mais du coup, c'est pas des vrais gens. C'est un peu... Toi, dans ton monde, tu serais capable de créer ce que tu veux, n'importe quel univers, et de l'effacer en un claquement de doigts. Tu t'en fous. Il n'y a aucune empathie à avoir, c'est un monde fictif. Mais eux, dans leur monde, t'as Dieu qui arrive qui dit oh, « je t'aime pas, tu disparais. » Du coup, c'est très... Mais t'es un bâtard, c'est quoi comme Dieu, ça? C'était un peu particulier. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que l'histoire du jeu, elle est très bien, parce qu'elle aborde beaucoup de points avec justesse. Donc l'amour, la mort, le deuil... c'est du drame. Hein. L'obsession. C'est du drame. Il y a tellement de trucs, et surtout, c'est toujours très nuancé. C'est-à-dire que tu peux pas être d'accord 100% avec un, 100% avec l'autre. Moi, je te dis que, par exemple, moi, je trouve que c'est Renoir, le vrai goth de l'histoire. Mais le truc, c'est qu'en fait, je le comprends dans le sens où il a été trop radical, parce qu'il aurait pu trouver une autre solution que de dire « Il faut détruire le tableau !» Mais en fait, réfléchis un peu, connard. En fait, c'est comme mon daron, tu vois. T'as pas fait tes devoirs, bah je prends ta télé et je la lance par la fenêtre, avec la fenêtre fermée, tu vois. Donc non seulement en tant que je suis de la télé et la fenêtre, je vais dormir dans le froid, juste, t'aurais pas pu me dire de faire mes devoirs. Ouais, par exemple, ou m'aider à les faire. Ouais, je sais pas, tu me mets une tarte, mais t'encules pas ma télé et la fenêtre, tu vois. Bah, c'est un peu ça, Renoir, ouais, du coup. Donc il est un peu extrême. Ah oui, totalement. Il aurait pu être plus... Bah après, je comprends parce que, en fait, autant avec Aline, le mec, tu comprends que ça fait 67 ans qu'ils sont là. Bon, au bout d'un moment, tu finis par... ouais, c'est bon, quoi. Mais après, avec sa fille derrière, je comprends qu'il soit plus radical. Parce qu'il a déjà vécu ça une fois, donc du coup, la deuxième fois, il est genre, non, plus jamais.
Et je comprends, mais en même temps, je te dis, il est trop radical. Et après, tu te dis, Aline, oui, le deuil de ton enfant, mais en fait, espèce de connasse égoïste, t'en as d'autres. C'est terrible. Moi, je trouve que la pire dans cette histoire, c'est même pas Maëlle, c'est Aline. La grosse différence entre Maëlle et Aline, c'est que Maëlle n'est pas malade. Comment ça ? Elle aime le tableau pour ce qu'il est, et elle aimerait continuer à ce que ça continue, parce qu'elle est égoïste, en fait. Parce qu'elle tient aussi aux gens qui ont été créés. Aline, c'est une dépressive, mélancolique. C'est une malade psychiatrique, hein, vraiment. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment... Non, mais tu peux pas lui en vouloir en tant que tel. C'est quelqu'un qui n'a plus son libre arbitre. Mais moi, je lui en veux. C'est quelqu'un de malade. Parce que pour moi, c'est une femme qui est genre, elle avait son enfant préféré. Non, je pense pas. Pour moi, c'est ça. Ils ont tourné l'histoire comme ça, mais moi, je pense pas. C'est un enfant mort, peu importe ton enfant, ça va te mettre au fond du trou, en fait. Mais moi, je trouve que... Et qu'elle a trouvé la solution magique pour le garder en vie. Mais moi, même si c'est pas lui, en fait. C'est ça qui est horrible. C'est comme la personne qui est en breakdown complet et qui s'accroche à la photo de quelqu'un qu'ils ont perdu, tu sais. Ouais, je sais. Je vois, ouais. C'est ça, en fait. Mais ça reste que moi, après, c'est peut-être mes valeurs personnelles. Je trouve qu'en tant que parent, t'as pas le droit de faire ça. Si t'as d'autres enfants, t'as pas le droit. C'est quelqu'un qui s'est effondré. Sa psyché est morte, en fait. Mais je sais, mais moi, je trouve que c'est pour moi, c'est une mère irresponsable. Pour moi, Maëlle est totalement irresponsable. Oui, mais Maëlle, elle a l'excuse, c'est que c'est une gamine. Alors qu'Aline, c'est une femme. Oui, elle a montré qu'elle avait été capable de surmonter tout ce qu'elle a vécu, en fait. Aline n'a pas été capable. Elle s'est effondrée. Sa psyché est morte. Mais du coup, c'est pour ça que moi, Aline, je la trouve encore plus... Je comprends sa tristesse, mais tu sais, limite, tu pourrais dire c'est de la faiblesse. Ouais, de la faiblesse. Ouais, mais quand t'as d'autres enfants, t'as pas le droit. T'as le droit d'être triste, mais tu dois pas abandonner tes autres enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est terrible. Après, ce qu'ils ont tourné dans l'histoire, c'est aussi, on se dit, la mère est persuadée que c'est aussi la faute de Maëlle. Oui. Du coup, elle en veut à ses autres enfants, tu vois. J'aurais pas dû perdre mon fils si elle avait pas déconné. Genre, ça fait un peu genre... Attends, ça m'avait rappelé... C'est un transfert de... Ça m'avait rappelé une autre histoire. Ça m'a rappelé quelque chose. J'arrive plus à retrouver, mais genre, en gros, c'est genre... Elle te déteste parce que c'est de ta faute, alors qu'en fait... Ah non, mais c'est un truc de gonzesse, hein. Mais surtout que tu comprends que c'est... Qu'en fait, c'est la faute de personne qui s'est passé. Là, ça va un peu loin, mais enfin bref, on va essayer de conclure quand même. Ça fait presque 2 heures qu'on est en podcast. Ouais, c'est vrai. Globalement, le jeu, c'était une... En fait, moi, je dirais, c'est une expérience. C'est pas juste un jeu. C'est une expérience. C'est la petite pépite qui te fait vivre un truc. Genre, à la fin, tu vois, là, ça fait une demi-heure qu'on parle et on n'a pas tous la même interprétation du jeu. Personne n'aura la même. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est quand on a fait Tears of the Kingdom. Donc en fait, bon, l'histoire, c'est la même pour tout le monde, mais genre, l'aventure que t'as vécue n'était pas la même. T'enlèves histoire et tu remplaces par gameplay pour ton cas. Tu vois, moi j'ai fait ça avec ça et j'ai fait ça. Ah bon? Et moi j'ai commencé plutôt par là. Ouais, moi je l'ai fait comme ça. Et pour moi, c'est ça qui fait que le jeu, c'est un jeu qui est mémorable dans tous les sens du terme. C'est qu'en fait, limite, chaque expérience est unique. Parce que tu vas pas le vivre de la même façon. Par exemple, moi, mais surtout que ça touche à des sujets beaucoup trop personnels. Qui sont très très personnels. Ça parle déjà du deuil. C'est un truc qui est trop personnel pour que ce soit pareil pour tout le monde. La parentalité. La vie, la mort, la dualité, l'amour. Parce qu'il y a aussi tout le délire avec Maëlle, que Gustave, qui en fait, tu comprends qu'elle est amoureuse de lui, alors qu'en fait, ça a été plus ou moins un père de substitution pour elle et tout. Là, c'est ultra chelou. Tu te dis, oula, c'est où que ça s'arrête? C'est l'amour, la haine, la machin. Verseau qui se met plus ou moins avec Ciel, et Ciel qui apprend qu'en fait, son mari peut revenir. En fait, elle était persuadée d'avoir fait son deuil, mais en fait, tu lui dis, mais en fait, il peut revivre. Et là, du coup, va te faire foutre le deuil, en fait. Et surtout le fait que t'apprends qu'elle a perdu un enfant, et c'est comme ça. Oui. C'est que des trucs comme ça terribles. Le suicide, il revient souvent aussi. Hein. Ouais, voilà, c'était ça que je voulais dire au début. Si on en a parlé pendant une demi-heure, je vais terminer là-dessus. Moi, la première chose qui m'a marqué, c'est D'ailleurs, ils mettent un message au début du jeu quand tu lances. Attention, le jeu aborde des sujets et machin. Et ils ont accepté, genre ils ont eu les couilles d'accepter leurs choix qui sont radicaux. Genre le début du jeu, quand toute l'expédition se fait buter, Gustave qui s'assoit, il dit rien, il sort son flingue, il veut se flinguer. Et là, j'ai fait oh. Oh la vache. Je crois que c'est à ce moment-là qu'instinctivement j'avais compris qu'il allait mourir. Pour moi, en fait, à ce moment-là, il était déjà mort. Il avait déjà accepté de mourir. Il avait déjà accepté d'être mort. Et je me suis dit, bah, vache. Là, un truc comme ça dans un jeu, je crois que j'en ai jamais vu. Hein. Une scène comme ça dans un jeu, dans un film à la limite, j'en ai déjà vu.
pourrais pas te citer quoi, parce que bon, de mémoire, là. Puis surtout qu'avec 3 bières dans la gueule. Oui, c'est ce qu'il y a depuis tout à l'heure, en fait, on s'est enculé 1 litre de bière chacun. Ah putain. Effectivement, un jeu où le héros accepte sa mort dès le début, comme ça, t'es là. Ouais, je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu un truc pareil. Et rien que pour ça, c'est chapeau bas, quoi. Ils ont osé un truc pareil. Mais ils ont réussi à faire un sujet extrêmement mature, mais sans partir dans le gore, la violence ou quoi que ce soit. C'est mature, parce que c'est réfléchi. Leur écriture est réfléchie. Et c'est surtout et le jeu des acteurs. Oh. Là, c'est juste. Mais après, par contre, j'ai jamais pu supporter Maël. Pourtant, j'ai choisi sa fin. Hein. Après, entre nous... C'est la même putain de doubleuse tout le temps. Oui, c'est la voix d'Amalia dans Wakfu. Ouais. J'en ai marre de cette doubleuse, putain. Ouais, on la voit partout, mais bon... Elle est bonne, hein. J'ai pas... C'est le problème du doublage VF, après. Oui, c'est des doubleurs, c'est tout le temps le même qui reviennent. Voilà. Mais après, moi, Maëlle, elle ressemble à une connaissance qu'on a. Oui, mais... Du coup, j'ai envie de lui mettre des claques. C'est pour ça... Elle est pas méchante, hein, en vrai, mais genre... J'ai envie de lui tarter la gueule. Je fais, mais vas-y, ta gueule. Et pendant tout le jeu, j'arrêtais pas de l'appeler par le nom de la personne qu'on connaît. Non, mais ça, c'est bizarre, par contre. J'arrivais pas. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont des gueules de français. Ah oui, par contre... Parce que je te jure, Maëlle, c'est notre voisine. Enfin, ça a été ta voisine, justement, pendant une période. Oui. Genre, vraiment. Un petit peu. C'est vrai qu'elle lui ressemble un peu. De ouf. Mais de ouf, dès le début, j'ai vu ça trop. Mais non. C'est comme la polémique. C'est raciste, ils ont tous des noms français. Putain, c'est censé être c'est la première fois qu'il y a une œuvre française qui touche autant l'international, quoi. Genre, ça fait plaisir. Réjouissez-vous. Première fois, non, mais en tant que jeu vidéo. Moderne, dans les temps modernes, putain, il y en a pas beaucoup. Hein. Un jeu vidéo qui a fait autant de bruit comme ça, mais à l'international unanime, hein, c'est impressionnant. C'est tout pour un studio AA. 30 développeurs, oui, bon, d'accord, il y avait des intervenants. Il y avait des intervenants. Genre pour la motion capture, je crois que ça a été fait par des Coréens, un truc comme ça. Enfin, même les studios où ils sont 300-400. Ils n'arrivent pas à faire ça. Non, même eux, ils payent les services d'intervenants. Bah oui, toujours. Même eux. Genre, c'est pas un argument, c'est un non-argument. Oui, mais ça reste que quand on a dit, oui, ils étaient que 30, en fait, non, ils étaient un peu plus. Évidemment, c'est pas que 30, mais t'as vu la masterpiece que c'est, hein, je suis désolé. 40 heures de jeu. Oui, bon. Le gameplay il mérite un petit équilibrage. Voilà. C'est le défaut majeur du jeu. Sinon, le contenu est monstrueux. Du coup, en avis final, on va conclure là-dessus, après 2 heures de podcast, c'est que c'était un truc mémorable, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, très certainement. Ça m'a fait un peu la même chose, je vais peut-être pas le surestimer, mais ça m'a fait un peu la même chose qu'avec Breath of the Wild. J'ai pris une claque dans ma gueule. Il n'y a pas ce côté renouveau que j'avais eu avec Breath of the Wild. C'est vrai, parce que là, c'est comme c'est une nouvelle licence, forcément. Breath of the Wild, pour moi, ça a été le renouveau du jeu vidéo. Et là, pour moi, c'est comme si j'avais ouvert un roman, comme si je revenais en enfance. Parce que moi, je lis plus de romans depuis que j'étais gamin. Et j'ai l'impression d'avoir relu un roman qui m'a touché, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Chose que je fais plus. Je lis plus de romans. Tu vois. Moi, je lis des bouquins à la con de politique et de philosophie. Et en fait, je me suis dit, mais putain, en fait, il faudrait que je me remette à lire des romans, en fait. Je me suis presque dit la même chose. Ça m'a mis une claque. C'était une œuvre d'art, un chef-d'œuvre en fait. Voilà. Un chef-d'œuvre. Enfin bref, sur ces bons mots, nous allons vous quitter après 2 bières. Alors moi j'ai bu une... Ah non, là on est sur une Brit Summer IPA. En fait tout à l'heure, je pense que ça doit se sentir à la voix, c'est que en fait, la bière que j'ai bu tout à l'heure était à 8 degrés. Et ça commence à tabasser un peu. Un litre de bière, c'est peut-être un peu chaud. 1 litre de bière et un saucisson. On nous a peut-être entendu manger un peu. On avait un sacré saucisson. Enfin bref, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Skouma d'avoir participé, de m'avoir aidé à faire ce petit podcast. C'était très très sympa. C'est un plaisir. Oui, et puis n'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, et puis on se retrouve peut-être bientôt avec Skouma pour un autre podcast. Pourquoi pas, si t'es chaud. Oui. Allez, à bientôt les gens.